Évidemment, ça a été une année pas comme les autres, pour nous tous, mais aussi pour l'intelligence artificielle, avec une sorte de paradoxe que nous allons tenter d'éclairer pendant ces 2 heures. D'un côté, l'impression parfois prégnante que l'IA n'avait finalement pas été très utile pendant cette période d'épidémie extraordinaire. Certains ont tout de suite d'ailleurs recommencé à parler d'hiver. Et de l'autre côté, une progression de l'IA en entreprise qui passe du proof of concept à l'industrialisation, y compris pour résoudre parfois les nouveaux problèmes posés par un virus encore très peu connu. Nous allons avoir 5 temps pendant ces échanges, un des meilleurs spécialistes mondiaux de l'économie numérique, ensuite des témoignages sur l'IA en entreprise face à l'épidémie et à ce qu'il faut bien appeler une crise économique, un 3e temps de réflexion sur la progression de l'IA en entreprise, un 4e temps ensuite qui sera à nouveau un temps d'échange sur les bonnes pratiques des entreprises pour vraiment profiter de l'intelligence artificielle, et puis une conclusion sur la solution pour travailler avec l'IA sans avoir l'historique de données qui a manqué à beaucoup d'entreprises. Mais pour l'instant, on part sur la côte est des États-Unis avec mon confrère Benoît Georges, qui est l'âme cachée du think tank, caché parce qu'il vit désormais à New York, et puis avec Andrew McAfee du MIT que Benoît va vous présenter. Benoît, the digital floor is yours. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver, même distance, pour la remise de ce livre blanc sur lequel vous avez travaillé, nous avons travaillé durant quasiment 1 an maintenant. C'est aussi un plaisir d'être en votre compagnie, au moins virtuellement, avec Andrew McAfee, qui est chercheur au MIT, qui est l'un des premiers chercheurs à s'être intéressé à l'impact de l'intelligence artificielle et de l'automatisation sur nos économies. Ses livres coécrits avec Eric Griffithson, Le nouvel âge de la machine et Race Against the Machine sont vraiment des ouvrages importants pour la discipline et des ouvrages précurseurs. Et c'est une chance de l'avoir, au moins par le son, je l'espère, et peut-être d'ici 1 seconde ou 2 par l'image. L'interview se fera en anglais. Et il y aura un moment pour vos questions, qu'elles viennent de la salle ou des personnes à distance. J'ai moyen de savoir ce que vous souhaitez nous demander. I'll now skip to English. Thank you, Andrew. It's a pleasure having you today for this conference. My first question will be, in 2012, you were one of the first economics researchers to announce how digital automation and artificial intelligence were going to change the way we work. And your book was quite prophetic, Race Against the Machine. You wrote it with Eric Griffithson. 8 years after that, do you think companies in the US and in France are using AI and automation at their full potential? No, absolutely not. Not even close. And I don't mean as any to the companies in the United States or Europe, but one thing we know very clearly from looking at previous periods in business history, and in particular previous periods where there was a huge technology change. Think about the change from steam power to electricity. One thing we know from studying those periods is that it took decades for that technology change to propagate throughout the business world and to change the way businesses actually went about their activities. So the era of powerful machine learning, I would say, is something less than 10 years old. That is not nearly enough time for the implications, the changes, the technologies to go all throughout the economy, all throughout different countries, all throughout industries. We are very early still in this transformation. There's a lot more to come. And do you think oh, before somebody said you can see the progress everywhere, but in the results of the companies. Right. Why does it take so long? And that's the deep question. Why does it take so long? And what we have learned is that it's not because companies are unaware of the technology. It's not even that they're unwilling to invest in it. The deepest phenomenon seems to be that the leaders, the people who are running today's successful companies, don't change their essential philosophy or worldview enough to fully incorporate the new technologies. I'll give you an example. If you ran a successful factory in the era of steam power, you thought about power as coming from one place, one big engine in the basement of your factory that was distributed everywhere else in the factory via a complicated system of belts and shafts and pulleys and all this equipment that carried power around your factory.
Now, when electricity came, you thought, oh, good, this is a more efficient power source. I can replace that steam engine in the basement of my factory with one big electrical engine. And maybe instead of just one engine, I can have 2 or 3 or 4 in the factory. But if somebody came to you and said, what you should actually do is place a separate motor, a separate engine on every single machine in your factory, you would think that was insane. That didn't make any sense, given your experience, your history, your worldview about how to run a factory. So we're seeing the same thing today. And it didn't make any sense to me, for example, that I would be able to sleep in a stranger's guest bedroom in another country, and I would be safe, they would be safe, and they could be assured that they would get paid. That didn't make any sense to me, because I hadn't thought deeply enough, or I wasn't aware enough of the possibilities that come up in the era of smartphones and social media accounts and all the other things that have enabled businesses like Airbnb. So the deepest reason that it takes us a long time is that we have to change some of our fundamental assumptions about what is a good idea versus not a good idea. And that's what disruption is really all about. And it's the same with AI. For the moment, we're trying to do the same thing that humans do, and maybe we should use it for a completely different use of the algorithms, not try to replace humans, but to make different things with them. Well, I would go one step farther, and I would say most of our computer technologies so far have been ways to provide more assistance to human beings. One of the most uncomfortable things that will happen in the era of AI is that even expert human beings, even top-performing human beings, are going to learn that there's a machine that can do the task better than they can. We are already seeing this with playing games. The world's best human chess player is no match for a computer chess player anymore. The world's best Go player, the Asian strategy game, is no match for the world's best Go playing computer. I think very quickly, the world's best medical diagnostician is not going to be as good in many domains as a piece of artificial intelligence. So we're going to have to rethink the way we divide up all the work between minds, between what we are good at, and between machines. But I think the really difficult part of this is going to be the acknowledgement that we are not the best anymore, and that the right way to divide up all of the work that needs to get done might be for the machines to take the lead, and we double check, or we contribute what we can, or we add on to that, as opposed to this notion that we had up until now, that we humans are in charge and the machines are assisting us. I think in many cases, we will need to rethink that. So we have to, will we be the ones checking up for the machines, or will we be cooperating with them? There's going to be a mix. We'll see all of these things. But what I want to stress is that it's not going to be the case that the best thing is for the machines to augment human judgment and for human judgment to be the final word. That's very uncomfortable to acknowledge, but I think it's the case a lot of the time. And do you think the COVID crisis we're going through will have an impact? Will it push the companies to go faster or to go slower because they will be afraid they have no more resources? Up faster. One thing we know about recessions is that they focus companies on their costs, and they make companies even more interested than usual in cost reduction activities. And our toolkit for automation, for cost reduction via technology, is much better today than it was 12 years ago, before the cloud, before very powerful machine learning technologies were available. So the toolkit that companies have, not only to examine their costs, but to take action and to automate, to bring a lot of technology and productivity enhancements to the job, that ability is much greater than it was 12 years ago. So we will see the one effect of this recession being a great surge in the amount of technology that we bring into companies. Research in AI today is dominated, at least on the investment side, by big internet companies
the usual suspects like Google, Facebook, Amazon, or Alibaba. Some experts say this concentration of power can even have a negative effect on innovation. And do you think smallest companies or big old companies can match up and can use these technologies in the end? I think that all great concentrations of power require us to be vigilant about them. That is different than saying that all great concentrations of power must be broken up. So, for example, I do not believe that the giant technology companies of today should be broken up. And the reason I don't believe that is twofold in a sense. Number one, these companies are not behaving like lazy monopolists. Lazy monopolists stop innovating, they stop investing, they stop putting out good things for their customers. Does that feel like the situation that we are in right now? The giant tech companies, I believe, are basically the world's largest investors in R&D. The other main thing that I look at is the amount of money going into venture capital. And that amount of money, that venture capital investment, is either at or near its all-time highs. So the professional investors, the allocators of capital, are not seeing shortage of good opportunities. That tells me we still have a pretty healthy ecosystem of innovation out there in artificial intelligence and other fields. Now, we always have to be vigilant. There are things we can probably do to improve it. But do I think that we are seeing the companies choke down innovation? I absolutely do not. Thank you. I'll try to do something quite difficult because the technology is not on our side today, to have some questions from the room without hearing them. So, est-ce qu'il y a des questions pour les gens qui nous écoutent, qui ne nous voient pas, dans la salle? Je sais qu'on a un moyen de me les transmettre par écrit et je les pose en anglais à Andrew. J'avais une question pour revenir sur le discours très optimiste dans un sens par rapport à la technologie de l'AI. Peut-être que ce sera dans le rapport après. Mais j'ai le sentiment aussi qu'entre les promesses qu'il y a eu, par exemple sur les évolutions sur le jeu de go ou les échecs qui sont des cas très spécifiques, ou la reconnaissance d'image qui marche très bien, pour arriver à des cas avec une intelligence plus générale, pour arriver à une intelligence plus générale et applicable à l'ensemble des entreprises, je me demandais quel était l'horizon temporel, d'après M. McAfee, pour que ça arrive de manière plus rapide dans les entreprises qui, en général, doivent quand même adapter les modèles à leur use case, qui peut être un investissement assez lourd et assez freinant au début par rapport aux promesses qui sont faites. Well, my guess is most of the companies that are represented in this audience today are already using AI and machine learning, even if they're not aware of it. For example, if you process payments at all, your payments company is using machine learning to detect fraud, to detect invalid transactions. So the companies that you're working with, your ecosystem of partners, somewhere out there, there's a lot of AI being used. Now, how quickly until most of the activities in most industries are at least taking into account the capabilities of artificial intelligence? That's a very hard question to answer, but my guess is that we're still going to see real innovation for the next 10 or 20 years. Again, AI is new, powerful machine learning is new, and the global economy is, around somewhere around $100 trillion distributed across all the countries, all the companies in the world. This will take time to happen, but we will see AI permeate the world. On va essayer de prendre une deuxième question avec le même protocole. Comme il a décrit l'AI, où l'humain ne prendra plus de décision, c'est la machine. Pour la plupart des personnes avec qui on peut travailler, c'est égal à Skynet, qui est exactement la raison pour laquelle le business peut essayer de repousser l'AI. Une compagnie peut repousser l'AI, ça va don't take a decision anymore, machine does. Comment ils voient ce changement et cette résistance évoluer? Comment on peut le faire accélérer? Well, that's up to companies themselves. There's no shortage of opportunities. There's no shortage of tools available. There is a shortage of qualified people who know what they're doing, but there are ways to solve that problem. So the main thing that will slow down the spread of AI is the willingness of individual companies to experiment.
The main thing that will increase the pace of AI spread is the amount of disruption that will happen and the amount of change brought on by competition. There's an old saying that science advances one funeral at a time. In other words, you have to wait for all the old scientists who had the old theory to die off before the new theory takes over. In lots of cases, we will see industries change when the old companies who had an outdated view, when they die off or when they go away. Well, I don't know if it's a very optimistic end of speech, but thank you so much for your intervention, Andrew, and I will let the audience now today and Jean-Marc talk about this sport. Do we have to wait to the funeral of the company, or do they still have a chance to compete with AI? Thank you so much, Andrew. It was a pleasure having you. Merci beaucoup. Et je redonne la parole à toutes les personnes réunies aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne conférence. Thank you. Thank you. Nous allons passer tout de suite à la première table ronde. Quel rôle de l'intelligence artificielle en temps de crise sanitaire et économique? C'est difficile de ne pas se poser la même question, même si elle n'a pas été au cœur du think tank qui avait été lancé bien avant le confinement. Edouard Maillefet, donc vous êtes Chief Data Officer du marketing numérique de Carrefour, donc on est là dans la grande distribution, un secteur qui a été évidemment très très impacté par tout ce qui s'est passé depuis 6 mois. Et le confinement pour vous, ça a d'abord été l'occasion de faire un usage très simple des données pour comprendre ce qui se passe. Je voudrais que vous commenciez par nous raconter ça. La première chose qu'on a faite, c'était pas tant utiliser l'IA pure que simplement la data et son pouvoir descriptif pour nous aider à lire la situation. On a fait plusieurs choses. Une des choses les plus utiles rétrospectivement, c'était de mettre à disposition des pays les plus en aval dans la crise, comme par exemple le Brésil ou l'Argentine, des données en provenance des pays les plus en amont, comme la France, l'Espagne et l'Italie. De cette manière, par exemple, on a pu anticiper la manière dont la demande s'est distordue au travers de nos différents formats de magasins à chacune des étapes de la crise. Vous savez qu'on opère des supermarchés, mais aussi du e-commerce. Donc, à chacune des étapes, avant le début du confinement, pendant le confinement, après le confinement, on a vu des grosses variations de la demande. Grâce à ça, on a réussi à faire en sorte qu'au Brésil, nos chaînes d'approvisionnement tiennent, que les pics soient bien absorbés, et au final, les gens puissent continuer à faire leurs courses. Merci Françoise Soulier-Fogelman, vous êtes une scientifique, vous êtes experte en intelligence artificielle auprès de la Commission européenne, mais vous êtes aussi très active dans PAC IA Île-de-France, qui aide qui est un dispositif qui aide les PME et les ETI de la région à travailler avec l'intelligence artificielle, utiliser l'intelligence artificielle pour savoir ce qui se passe, ce qu'on peut anticiper. C'était un usage très très utile pendant ce qu'on a vu ces derniers mois. Je veux dire en fait que le Covid, ça a été pour toutes les entreprises l'occasion de se rendre compte qu'il fallait être digital, sinon on mourrait pratiquement. Donc une entreprise par exemple, Paquilla, une entreprise qui faisait de la formation à distance, royal, la vie était belle. Une entreprise qui faisait tout face à face, terminé. Donc j'ai envie de dire que si avant le Covid, les entreprises pouvaient faire leur révolution numérique, comme on l'appelle, avec plus ou moins d'activité, maintenant c'est clair. C'est-à-dire qu'il va y avoir un mouvement massif des entreprises vers le numérique. Toutes les entreprises doivent y aller. Et Paquilla, ça s'adresse à des PME ETI, qui étaient parmi les plus lentes et les moins réactives. Et moi, je vois maintenant avec toutes ces entreprises-là une prise de conscience vraiment massive de la chose. Andrew McAfee nous expliquait que l'épidémie allait être un formidable accélérateur pour tout ce qui est économie de coûts, mais de ce que vous dites, ça va bien au-delà de cette dimension d'économie de coûts. C'est-à-dire que pour les PME ETI, Paquilla, c'est leur premier projet IA en fait. Et c'est clair que moi je leur dis toujours, vous avez un premier projet, en plus il y a une date limite entre guillemets, c'est 3 mois, un projet de 3 mois. En 3 mois, la première chose qu'on fait, c'est on passe tous les coûts à la paille de fer. Donc c'est toujours la première étape de l'entrée dans l'IA, c'est la réduction des coûts, évidemment. Il y a une autre question que j'avais envie de poser avec Afi, en fait, c'est
mais ça n'a peut-être rien à voir avec ce dont on parle ici, c'est jusqu'ici, l'IA, ça a quand même été winner take all. Est-ce que ça va continuer comme ça? Mais je sors du débat. Oui, c'est une question absolument essentielle, mais elle va pas être au Voilà. Par rapport à ce que disait Édouard, est-ce que vous avez aussi repéré dans les PME, les ETI de Pactia, des dispositifs qui ont pu permettre, grâce à l'intelligence artificielle, de mieux comprendre tout simplement ce qui se passe? Non, enfin les PME ETI avec qui je suis en relation dans ce genre de programme, ce sont des PME ETI justement qui n'ont pas fait. D'accord, elles ne sont pas encore assez dans le processus. Qui n'en sont pas encore là. D'accord. Donc la première étape, c'est le numérique. Il faut passer d'abord au numérique. Samir Mellal, et donc l'IA, vous en êtes servi d'abord pour un peu, comme le disait Edouard, mais d'une autre manière pour gérer vos stocks, les commandes, les réassortiments. Alors c'est vrai qu'on a eu la chance de s'être transformé en 2014, donc comme le disait Françoise, on s'est dit, on était plusieurs à se dire que si on avait eu cette transformation plus tôt, on n'aurait peut-être pas survécu à cette crise. Par chance, on l'avait fait, et effectivement, on avait déployé un certain nombre de dispositifs qui nous ont permis de disposer d'une certaine élasticité, notamment le contrôle de nos fiches produits qui se fait, un certain nombre d'erreurs qui sont contrôlées automatiquement. Voilà, on a déployé des dispositifs de data quality qui nous permettent finalement d'être beaucoup plus élastiques dans une situation comme celle qu'on a vécue, dans la mesure où finalement on avait moins d'effectifs, on avait par exemple des prestataires qui sont partis, etc. Et on a pu absorber finalement ce choc parce qu'on avait automatisé un certain nombre de tâches. On a pu le faire aussi en logistique. Puis par ailleurs, on a fait aussi ce qui a été décrit chez Carrefour, c'est-à-dire qu'on a aussi eu la possibilité de détecter des signaux qu'on pourrait qualifier de faibles à travers notre marketplace notamment, pour pouvoir gérer nos réapprovisionnements et être aussi élastique à la demande, une demande qui a beaucoup changé pendant cette crise. Sachant que vous, c'est surtout l'habillement et l'équipement de la maison, c'est aussi beaucoup de références, donc c'était particulièrement important d'assurer ce suivi et de sentir cette demande qui se distordait, comme le disait Edouard. Tout à fait, effectivement, on a eu l'équipement de la maison, alors on a eu des changements assez notables, puisque ce qu'on appelle le bulky, c'est-à-dire les équipements assez lourds en termes de taille et des encombrants ont été un petit peu impactés. En revanche, on a eu d'autres types d'équipements qui ont été finalement tractés par la crise, comme le linge de maison, le petit mobilier, le petit électroménager. Par ailleurs aussi, sur le prêt-à-porter, on a eu des choses qui ont été très différentes, notamment l'enfant qui a bien fonctionné. Et ça, on l'a détecté un petit peu en amont et on a été aussi capable de le gérer, notamment parce qu'on l'a détecté relativement tôt et qu'on a été capable de s'adapter à donc on se réadaptant en termes de réapprovisionnement, en développant de nouvelles stratégies comme le nearshore, etc. Il n'y a pas seulement détecter les évolutions de la demande, il y a aussi rajuster toute la chaîne d'approvisionnement, puisque quand il y a eu le confinement, il y a eu beaucoup de frontières qui ont été fermées, il y a eu beaucoup de chaînes globales d'approvisionnement qui ont été modifiées, donc ça vous a permis aussi de gérer ces chaînes, de faire par exemple appel davantage à des producteurs plus proches. Alors oui, il y a eu ça, il y a eu la marketplace qui a été finalement un relais de croissance pour nous. Et puis effectivement, on a eu, en tout cas, ça a été un enseignement, c'est-à-dire que on s'est rendu compte moi je me suis rendu compte, c'est pas moi qui gère les rappros, mais je me suis rendu compte que finalement on n'était pas si dépendant de pays lointains, on était relativement, livré par des pays limitrophes. Par ailleurs, on s'est aussi, ça a mis le doigt sur le fait qu'il fallait justement aller plus loin dans cette stratégie et de se réapprovisionner plus encore dans des pays à quelques jours, quelques heures de camions ou de bateaux. Alors, je voulais apporter aussi le témoignage de David Gildas de Malakoff Médéric, qui devait être parmi nous, qui a été détecté comme cas contact ce matin. Lui, il s'est beaucoup servi de l'intelligence artificielle à usage prédictif pour évaluer la vulnérabilité des 450 000 entreprises qui versent des cotisations à Malakoff Médéric pour anticiper les problèmes de trésorerie et à ce moment-là pour aller voir les entreprises en leur disant en amont ça va peut-être pas être facile pour vous, on peut vous proposer un échéancier différent. Ça a été développé extrêmement rapidement puisque ça a été développé en 6 semaines et ça a été déployé en 4 semaines, donc ça a été très très vite. Et ça a bien marché. Et puis il a cité aussi un autre exemple, qui est la modélisation. Ils se sont dit, ça c'est du côté recette, on va faire pareil du côté dépenses.
dépenses pour une mutuelle, une assurance de protection sociale, c'est les dépenses santé, c'est les arrêts de travail, et ça n'a pas du tout marché. Donc il y a certains cas, Andrew McAfee parlait de la nécessité d'expérimenter. C'était une magnifique occasion d'expérimenter chez Malakoff Médéric avec une très belle réussite et un échec dont il faudra tirer les leçons. Alors Edouard, vous aussi, vous avez beaucoup travaillé en prédictif. On a lancé une task force Covid peu avant le début du confinement. On n'a pas fait que du descriptif, on a aussi fait du prédictif avec de la vraie IA cette fois-ci. Il y a deux choses assez concrètes qu'on a réussi à sortir en 3-4 semaines environ. La première, c'est des prévisions d'affluence en points de vente, que ce soit des magasins physiques ou des points de vente e-commerce. On a envoyé à chacun de nos clients fidélisés un email. C'est combien? Alors, pour envoyer de la masse. Hein. On a 13 millions de clients fidélisés en France. On n'a pas toujours l'adresse email, mais on a 13 millions qui sont porteurs de la carte de fidélité. Et donc on leur a envoyé un email avec des informations extrêmement précises sur l'affluence prévue dans leur magasin préféré au cours des prochains jours. Il y avait un petit outil qui permettait aux clients, bien sûr, de choisir le créneau auquel ils voulaient se rendre en magasin. Et ça a permis de rassurer les gens sur la capacité à venir faire ses courses en toute sécurité, c'est-à-dire en respectant les gestes barrières. Par exemple, si on apprend dans son Carrefour City entre 14h et 15h le mercredi, il n'y a absolument personne, ça rassure, on se dit que même si le Covid circule, on peut faire les courses entre eux. Ça nous a permis aussi de désaturer notre site e-commerce en renvoyant une partie de la demande vers le magasin physique. Vous savez qu'on avait un site e-commerce qui était, comme tous les distributeurs, assez saturé. Parfois, il fallait attendre 10 à 12 jours avant de se faire livrer. Donc ça a permis aux gens de se rassurer et de faire leurs courses plus rapidement. Autre évolution concrète qui repose sur de la prévision qu'on a sortie en 3-4 semaines, ça va avec, d'ailleurs, c'était parfois envoyé par le même email, une prévision sur la disponibilité en magasin, là aussi le magasin préféré, le magasin habituel, des produits qui étaient jugés, de par nos algorithmes, essentiels pendant cette période de crise. Donc je ne surprendrai pas, on parle ou en tension. Ou en tension. Mais en tout cas que les Français achetaient en priorité pendant cette période de crise, on ne peut pas vous surprendre, il s'agit de farine, de pâtes, d'œufs, mais aussi éventuellement de papier toilette. Et donc on a envoyé un email avec un outil permettant à chaque client de savoir si ces produits étaient prévus comme étant disponibles dans leur magasin préféré à J et J+1. Vous ne pouvez pas prévoir bien au-delà, mais J et J+1, on rendait ce service qui permettait aux gens, bien sûr, de ne pas se déplacer pour rien. Il y a aussi un autre usage. Vous avez développé une autre étiquette pour approvisionner. Alors oui, alors ça, je dirais que c'est un semi-échec, semi-succès, parce qu'on n'a pas complètement fini avant la fin du confinement. C'est sur la chaîne d'approvisionnement. Donc on a historiquement des commandes qui sont passées aux entrepôts par les magasins dans un certain ordre. En général, c'est les magasins les plus gros qui commandent le plus tôt, dans la journée ou dans la semaine, et qui à ce titre sont priorisés. En appliquant cette logique en période de forte tension sur la chaîne d'approvisionnement, on a des magasins qui sont moins bien servis que d'autres, donc qui ont plus de rupture de stock. Donc, on a voulu chambouler ces règles très rapidement de façon à ce que tous les magasins puissent avoir une disponibilité minimale en produits essentiels pendant la crise. On a essayé de le faire avec de la data et l'IA sur la période du confinement, c'était un peu court, donc on a fini par appliquer des règles business assez simples, mais qui ont eu un impact positif. Donc je dirais que c'est un semi-succès. Ça vous a mis combien de temps pour développer ces différentes applications? 3-4 semaines sur les deux premiers exemples que je viens de citer, et finalement la partie data IA pure est sans doute la plus rapide. Je pense 4-5 jours, en l'occurrence, on a une disponibilité des données qui est plutôt bonne chez Carrefour. La partie prévision n'était pas d'une très grande complexité. Ce qui était le plus long, c'était la capacité à activer cette information, c'est-à-dire construire le petit outil qui permettait de visualiser l'information, et puis envoyer des emails personnalisés, avec les bonnes audiences, les bons contenus. Ça a pris, je dirais, 3 quarts du temps en fait. Et est-ce que vous avez des mesures d'usage? Est-ce que ça a servi? Oui, alors on a surtout des feedbacks qualitatifs, des verbatims, ou des gens qui, via les études de satisfaction client qui s'appellent NPS, nous ont fait des feedbacks très positifs. Mais on n'a pas de mesures at scale, je dirais,
sur l'impact que ça a. Mais rien que de recevoir un merci d'un client pour qui ça a réellement changé les choses, c'est une vraie satisfaction. Dans cette période-là, si vous aviez les données, et si vous les aviez stockées, si elles étaient mobilisables, facilement, rapidement, proprement, dans des entrepôts bien comme il faut, et bien en fait vous pouviez mettre en place tout un tas d'applications qui effectivement pouvaient servir. Et je crois que c'est ça le digital, le numérique. Les entreprises qui étaient prêtes, entre guillemets, ont pu bénéficier. Et celles qui ne l'étaient pas, en fait, ont beaucoup souffert, et je pense qu'on est juste au début de l'échec de beaucoup d'entreprises. De façon plus générale, si on regarde la crise globalement, on a eu au début, je ne fais aucune attaque politique bien entendu, mais on a eu au début quand même beaucoup de cafouillage d'un pays qui n'était pas prêt. L'OMS n'avait pas vraiment attiré toutes les leçons qu'il y avait à en tirer, alors que par contre, si on regarde la Corée, où tu citais le cas de Taïwan, c'est des gens qui avaient vécu des crises comme ça, qui avaient stocké les bonnes pratiques, qui avaient stocké les données correspondantes, et qui, quand la nouvelle crise est arrivée, même si elle était différente, ont su en fait mettre immédiatement en place les bonnes méthodes. Donc on voit aujourd'hui que quand il y a une crise, les crises se suivent et ne se ressemblent pas, mais quand même un peu, et qu'une des choses absolument fondamentales, c'est être capable de stocker ces événements-là pour pouvoir ensuite, quand quelque chose d'un peu du même genre se produit, et bien en fait on est préparé et on peut y aller. Donc en fait tout ça, la crise, c'est ok, une crise c'est nouveau, mais néanmoins si on s'y est préparé d'une façon ou d'une autre, et bien en fait on peut en tirer profit. Et c'est dommage qu'en France on n'ait pas eu les mêmes pratiques que par exemple la Corée a eu. Et la Corée a eu pratiquement pas de cas, parce qu'ils savaient. On voit bien l'équilibre entre d'un côté le risque de funérailles qu'évoquait McAfee, que vous évoquiez aussi, vous disiez si on n'avait pas eu ça, on y serait sans doute passé. Et puis de l'autre côté, l'immense potentiel. Samir, vous êtes servi aussi de ces outils pour la gestion des entrepôts, de votre gros entrepôt. Alors oui, effectivement, on a un entrepôt qui est très fortement automatisé, qui s'appelle K30 et donc qui génère beaucoup de données. Et en fait, effectivement, ces données, alors c'est ce que disait Françoise, il faut les mobiliser, les rendre disponibles et en fait, depuis un an, on s'est attelé à industrialiser notre département data, la direction data de l'entreprise. On en a beaucoup, en fait, on a plusieurs centaines de téraoctets de données et effectivement, il n'était pas facile de s'y retrouver. Finalement, on avait beaucoup d'informations et grâce finalement à ce travail qu'on avait amorcé, alors il n'est pas totalement fini, on est non seulement capable de mobiliser ces informations, finalement c'est rien d'autre que de l'information, et on en a eu besoin pendant cette crise, on a pu les retrouver, les mobiliser à ce moment-là, et puis aussi on a pu rendre le système résilient, c'est-à-dire qu'en fait on monitore finalement toutes ces informations, toutes ces données, on est capable de voir quand il y a une donnée qui n'entre plus ou qui est plus mobilisable justement pour pouvoir réagir. Donc effectivement, on a mis en place une task force qui nous a permis de suivre en temps réel finalement ce qui se passait dans nos entrepôts. Et en fait, on a pu répondre en temps réel grâce à une petite équipe de data analystes aux questions des métiers, donc de la direction commerciale, de la direction logistique, de la direction marketing, etc. Et alors vous aviez aussi ces données qui étaient disponibles, qui étaient prêtes à être mobilisées. Effectivement, on avait beaucoup de données prêtes à être mobilisées. Donc les données de vente par format qui nous ont permis d'anticiper la manière dont la demande se distord pour les pays les plus en aval de la crise, elles étaient disponibles en une demi-heure. Idem pour les données d'affluence magasin, la disponibilité des produits. Ça, c'est des choses qui sont à disposition. Je dirais que dans la sphère client, on a énormément de données liées aux transactions, notamment aux super de fidélité. Dans la sphère produit, on a beaucoup de données sur les produits qu'on vend, notamment en provenance de nos fournisseurs. Dans la sphère supply, le magasin, je pense qu'on a un niveau de maturité de la donnée qui est encore perfectible, puisqu'on la collecte moins naturellement. Donc, il faut une démarche très volontariste pour parfaitement collecter la donnée en provenance de son environnement supply chain et magasin.
Et ça, c'est un effort qu'on a lancé il n'y a même pas 6 mois, pour être à peu près au même niveau de complétude et de qualité de données que les 2 premiers environnements que j'ai cités, donc l'environnement client et l'environnement produit. Françoise, on a là deux exemples d'entreprises qui ont conscience de la valeur de leurs données, qu'ils ont rendu accessibles très rapidement, hein, une demi-heure, vous disiez. Est-ce que cette conscience de la nécessité d'avoir ces données, de s'en servir, progresse dans les entreprises? Et c'est en fait pas très bien distribué, cette conscience-là. On peut dire que de façon générale, les grands groupes quand même ont compris. Ça ne veut pas dire qu'ils savent toujours comment y aller, comment s'y prendre. La question de l'acculturation, de la formation de l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, c'est un vrai sujet. Il ne s'agit pas de transformer tout le monde en PhD plus 27 en data science, hein, ce n'est pas le sujet, mais il s'agit d'être capable d'avoir une entreprise dans laquelle tout le monde, ou à peu près, est capable de comprendre comment on travaille avec l'IA. Je vais peut-être raconter une histoire de David Giblas, puisqu'il n'est pas là pour la raconter, mais David donc, a commencé assez rapidement à faire des applications dans lesquelles, puisqu'il a des demandes de remboursement, donc de frais de santé, ce sont des médecins qui examinent ces documents-là. Et comme le disait très bien Andrew McAfee tout à l'heure, en fait, une application IA fait mieux qu'un médecin. Maintenant, est-ce que vous pouvez déployer une application comme ça dans votre entreprise en disant au médecin, pousse-toi, c'est l'IA qui va faire? Clairement pas. Clairement, il faut que le médecin apprenne à travailler avec l'IA, apprenne quand est-ce que l'IA a raison, quand est-ce qu'elle a tort, parce que ces choses-là peuvent toujours arriver, on ne sait jamais. Et donc, il faut que l'IA soit un outil dont tout le monde dans l'entreprise soit capable de comprendre les limites, la portée, et soit capable de travailler avec. Ça veut dire une formation très large. Il y a certains membres du Hub France IA qui me disent « Moi, j'ai 20 000 personnes à former. » Léger problème. Et il ne suffit pas d'avoir les données. Pour avoir les données, il faut probablement qu'il y ait quelqu'un au COMEX qui ait compris l'importance de la chose, qui ait mis en place tout ce qu'il fallait pour que cette culture-là se mette en place, se diffuse avec les budgets qui vont bien, parce que c'est des budgets assez conséquents. Et en fait, il faut que cette culture IA soit répandue. Elle ne l'est pas du tout. Dans les grands groupes, un peu, pas parfaitement loin de là. Dans les PME ETI, je dirais pas du tout. C'est pas pour nous. Voilà ce qu'ils disent, les PME ETI. C'est trop dur, c'est compliqué, oh là là, c'est pas pour nous ça. Et ça rejoint aussi ce que disait Andrew McAfee sur la nécessité d'avoir quelqu'un dans l'équipe dirigeante qui il faut, parce que tous les deux là, oui. Je suis sûre que les données ne sont pas tombées du ciel toutes seules dans la base de données. Il a fallu un peu de travail et il a fallu un support extrêmement solide du COMEX, sinon ça ne le fait pas. Et quand David Giblas nous a raconté son histoire des médecins, il nous a dit que ça avait pris du temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas balancé l'information sur les médecins en disant c'est ça, c'est pas autrement. Non. Il leur a dit, ben voilà, regardez, petit à petit, les médecins se sont rendus compte que dans un certain nombre de cas, c'était quand même pas mal. L'intelligence artificielle identifiait mieux que des cas à problème. Et il a fallu du temps pour qu'il l'accepte. C'est ce que disait Andrew. En fait, très souvent, une IA fera mieux qu'un expert, elle fera mieux qu'un médecin. Mais dans certains cas, non. Et en fait, c'est bien ça qu'il faut apprendre. Il faut apprendre vraiment à travailler avec l'IA pour pouvoir s'en servir comme un outil. Il y a des cas où je peux utiliser un marteau et planter un clou, et il y a des fois où j'appelle mon mari. Parce que non. Donc c'est ça qu'il faut qu'on apprenne tous. Est-ce que ce qui s'est passé depuis le mois de mars, ça vous a permis de faire passer plus facilement dans l'entreprise l'idée que l'IA c'est vraiment un outil important? Un domaine dans lequel je pense qu'on a fait d'énormes progrès, notamment à la faveur du Covid, c'est le dashboard, le tableau de bord. Pour un certain nombre d'entreprises françaises, je pense qu'on n'a pas forcément la culture du tableau de bord, c'est-à-dire du chiffre mis à disposition facilement, avec une expérience d'utilisation très bonne, de façon à pouvoir très rapidement
prendre une bonne décision et consacrer la plus grande partie de son temps à l'action. En l'occurrence, en période de Covid, les actions étaient importantes. Elles pouvaient changer le cours des choses pour les Français. Donc on a, pendant le Covid, significativement accéléré sur le dashboarding, y compris parfois en allant à l'encontre de pensées de banques complexes, à qui on a imposé certaines fois les dashboards. Et ça a laissé des traces. Ils ont, pour certains, pris goût au dashboard. Et ils se sont dit, finalement, passer du temps, demander aux équipes de sortir la donnée, c'est peut-être pas forcément la meilleure chose. Ça peut rassurer parce qu'on sait que les gens travaillent, mais on pourrait peut-être faire un meilleur usage de ce temps. Et ça, on fait en sorte que ça puisse tenir. Donc depuis, on a un petit peu ajusté notre staffing, de façon à pouvoir créer main dans la main avec nos clients internes, plus d'outils de visualisation de la donnée, avec au passage un deal en interne avec le client qui consiste à dire on fait ensemble le dashboard, mais à la condition que tu apprennes. Donc une fois que le dashboard est fait, c'est toi qui le fasses vivre. Et ça permet de progressivement répandre la transformation. On surfe sur la vague du Covid autour du dashboarding. Samir ? Nous, c'est vrai que alors j'ai la chance de faire partie du comité de direction et j'ai quelques camarades du CODIR qui, d'ailleurs, à l'aune de recommandations du BCG, sont venus voir en disant il faut absolument qu'on accélère sur l'IA et qui ont pris conscience. Pendant le confinement, pendant le moment du confinement. À la fin du confinement, on a fait un post-mortem, si je puis dire. Et donc effectivement, on a fait plusieurs réunions et on nous a dit bon, il y a plusieurs conséquences qu'on doit tirer. Alors je vous ai parlé du nearshore, de dépendance à un unique entrepôt, et donc peut-être qu'il fallait en avoir plusieurs, etc. Et l'IA faisait partie finalement des choses qui sont apparues comme des choses à accélérer. Alors, il se trouve que en fait, j'ai passé, comme je vous le disais, 1 an à travailler surtout sur l'industrialisation pour rendre mes données à la fois mobilisables, monitorables, etc. Et on m'a dit, bon, d'ici la fin de l'année, il faut que tu présentes la stratégie IA de l'entreprise parce qu'il faut qu'on accélère vraiment sur ces sujets-là. Alors, on avait quelques initiatives, quelques tests. Et d'ailleurs, il se trouve que les fluctuations dans les données, on les a un petit peu impactées. C'est plus que des fluctuations. Et donc on avait quelques tests qu'on avait lancés en IA, notamment pour fixer les prix automatiquement au regard des stocks, etc. Et ben en fait, on s'est dit qu'il fallait vraiment accélérer et lancer tout un tas de sujets, alors en fonction de priorité, etc. Mais que c'était devenu finalement un enjeu très important pour nous. Donc la crise a été un catalyseur, effectivement. D'accord, c'est pas pendant la crise, mais parmi les leçons que vous avez tirées de la crise, il y a celle-ci, la nécessité d'accélérer. De prendre conscience, ouais, c'est ça. Quels sont les outils qui peuvent être développés? Quels sont les points de blocage dans ces évolutions qui pourraient être possibles? Pour ma part, moi, c'est vrai qu'il y avait cet enjeu de mobiliser les données, donc on utilise des plateformes. Alors, on aimerait bien utiliser des plateformes françaises, mais pour l'instant, on utilise Google, en fait. Et c'est vrai que les outils qu'ils nous mettent à disposition, il faut reconnaître qu'ils sont de très bonne qualité. Donc il y a tout un panel d'outils, l'AutoML, on peut faire, voilà, j'entre pas dans le détail, mais un certain nombre de choses pour aussi de façon automatique paramétrer ce qu'on appelle les hyperparamètres, etc., qui sont vraiment très intéressants. Je me rappelle pendant nos discussions, Françoise avait aussi parlé de solutions qui étaient déjà paramétrées et qui permettaient d'avancer très vite. Oui, ça c'est quelque chose qui est en train de se produire. Je vois, moi, chez un certain nombre d'industriels. Aujourd'hui, tout le monde utilise des librairies open source. Demain, je pense que tout le monde utilisera des librairies de modèles pré-entraînés. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, si vous voulez faire de l'identification d'objets dans une scène, eh bien, vous avez des réseaux deep learning très profonds, avec des millions de paramètres, qui ont déjà été entraînés sur des millions et des millions et des millions d'images. Donc demain, il y aura tout plein de modèles déjà tout prêts. Et le jeu, ce sera en fait de s'approprier un de ces modèles pour le fine-tuner, comme on dit en français, avec votre base d'exemples. Donc, moi, j'ai envie de rebondir sur ta question, quels sont les outils? Personnellement, je pense que le problème, c'est pas les outils, c'est les hommes. Je pense que, pas les femmes, hein, comme je dis toujours, bien sûr, ça va de soi. Les hommes, pourquoi? Parce qu'en fait,
et je trouve qu'Andrew l'a très bien dit, l'IA c'est complètement disruptif, et David Giblas le dit beaucoup aussi, c'est-à-dire qu'en fait quand vous voulez mettre en place une application IA, ok, il y a de la technique, moi c'est ce qui m'amuse personnellement, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est comment j'amène un groupe à prendre la décision de dire ce que j'ai toujours fait, c'est pas bien, je vais faire autrement. Et ça, c'est ça qui est difficile, et c'est ça qu'on est obligé de faire si on veut faire une application IA qui fonctionne, sinon on fait un POC. Le POC, ça mène nulle part. Donc c'est toute cette, et je pense que le BCG probablement a toute une partie de son activité, ce qu'on appelle le change management dans les grands cabinets. Le change management, c'est difficile, c'est très compliqué. Faire que les gens acceptent de changer, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est vraiment complexe. Oui, c'est aussi ce que disait Andrew, c'est-à-dire accepter l'idée que la machine, dans certains cas, puis ça va raison. Jusqu'à présent, on fait des machines depuis 2 ou 3 siècles, jusqu'à présent, la question ne se posait pas. Et là, elle se pose, il y a une question d'arbitrage. Edouard, vous dire, Régine. Oui, non, je souscris totalement à ce que vient de dire Françoise. Chez Carrefour, je ne pense pas qu'on investisse énormément dans une IA sophistiquée. On ne peut pas dire ça. On capitalise au maximum sur ce que l'écosystème propose. Une super outil technologique, mais aussi des grilles open source. On ne recrute pas des data scientists qui vont s'éclater dans des intelligences custom d'une sophistication absolue. Le sujet, il n'est pas là. Andrew McAfee l'a dit tout à l'heure. Il n'y a pas de pénurie d'opportunités. Il y a des choses à faire dans tous les sens. L'enjeu, c'est de pouvoir les faire au bon rythme et conduire le changement. La complexité, elle est infiniment plus dans la conduite du changement que dans l'algorithme elle-même. On connaît tous le framework du BCG 10-20-70, donc 70% de la complexité sur la conduite du changement et sur les hommes et les femmes. On a des équipes qui sont taillées pour conduire le changement, c'est-à-dire qu'elles sont mieux staffées en chefs de projet qui sont là pour conduire le changement qu'en data scientists. Une question de la salle sur la monétisation des données. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous allez en faire? La question c'est est-ce qu'ils sont prêts à vendre leurs données à tiers? Oui, oui. Nous, on le fait déjà. D'accord. Et bon, on est contraint par la réglementation, etc., mais on le fait déjà. En fait, on valorise, je pense, 2 tiers la donnée pour nos usages en propre. L'ambition, c'est de la valoriser à 1 tiers pour des usages externes, principalement de nos fournisseurs industriels, et pas uniquement par de la donnée client. On pense tout de suite à la donnée client qui est effectivement la plus sensible, la plus protégée d'un point de vue réglementaire, mais il faut pouvoir se dire que compte tenu de notre métier, on a énormément de données de vente qui ont de la valeur pour l'industriel et qui ne sont pas forcément d'une très grande sensibilité. Bien sûr, il y a la sensibilité, il faut respecter toutes les règles et s'assurer que ces données sont parfaitement sécurisées. Mais elles ont déjà énormément de valeur. Elles peuvent permettre à des industriels de suivre leur activité en temps réel, dans les différents magasins, sur les sites e-commerce, pour mieux comprendre comment fonctionnent leurs produits, comment fonctionnent leurs promos, comment fonctionnent leurs campagnes médias. Donc c'est pas uniquement la valorisation de données clients, c'est la partie la plus complexe, la valorisation de données clients. Il y a aussi beaucoup de choses à faire pour créer de la valeur mutuelle avec la donnée de vente, tout simplement. On était avec Bertrand tout à l'heure, Bertrand Brunjek, dans une réunion du GPI, c'est-à-dire le Global Partnership on AI, où là on est en train de discuter sur des nouveaux modèles, des nouveaux business models, dans lesquels ce n'est pas lui tout seul qui va valoriser, ou lui tout seul, mais c'est eux deux ensemble. Et là, on commence à se poser des questions intéressantes, c'est-à-dire comment des modèles collaboratifs, des business models collaboratifs vont pouvoir en fait permettre de tirer encore plus de valeur de la donnée. Et quand vous êtes dans des modèles comme ça, comment vous faites le value sharing, comment vous partagez la valeur. Donc, le partage de la valeur dans des modèles comme ça, je pense qu'on verra beaucoup de choses de ce genre-là d'ici quelques années, 5 ans maximum. Merci. Je pense qu'on peut remercier ce premier panel. Nous allons maintenant écouter l'un des piliers du think tank, Nicolas de Belfond, qui est directeur général France de BCG Gamma. BCG Gamma, c'est l'entité du BCG qui est spécialisée dans le big data et l'analyse de données. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a progressé? Quels sont les prochains chantiers? Je voudrais remercier tous les participants au think tank, et puis vous remercier tous d'être là en physique ou en virtuel pour nous suivre. Alors, je dois résumer en 5 minutes plus de 10 heures
de débat et d'échange, donc je vais essayer de faire vite. Dans la saison 1 de ce think tank, le thème c'était comment faire de nos champions français des champions de l'IA. Alors on avait dressé un panorama très large de tous les sujets que l'entreprise doit attaquer pour démarrer sur l'intelligence artificielle. Un an plus tard, la saison 2, en réalité, les entreprises françaises ont fait de très gros progrès. Et un marqueur, c'est que pour la saison 1, pour une entreprise du CAC 40 sur deux, on ne savait pas qui inviter au think tank. Et je dirais que dans la saison 2, on n'a pas du tout eu ce problème. Les entreprises se mobilisent, s'organisent, vous en êtes la preuve, et commencent à accélérer. Et donc la saison 2 s'est penchée sur des problèmes plus concrets, plus opérationnels, et plus directement en prise avec les problématiques du moment, qui tournaient essentiellement autour de comment faire passer à l'échelle et comment assurer l'adoption au cœur des organisations de tout ce qu'on peut faire en intelligence artificielle. Alors on a balayé 4 grands thèmes, 20 recommandations. Je vous invite à lire le livre blanc pour vous en inspirer. Je ne vais pas dévoiler la totalité aujourd'hui. Mais il y a un thème et une recommandation que je voudrais souligner parce qu'elle est au cœur de tout ce qu'on a discuté, y compris dans le panel, c'est la question de la confiance. On parle beaucoup de 10-20-70, comme le rappelait Edouard, 70% de l'effort est sur l'évolution des modes de fonctionnement. On parle beaucoup d'adoption et de comment faire en sorte que les humains apprennent à travailler avec l'intelligence artificielle. Et une de nos recommandations, que les intelligences artificielles apprennent à travailler avec les humains en leur donnant leur niveau de confiance dans leurs propres prédictions. Et c'est un élément extrêmement important parce que c'est un élément qui débloque beaucoup d'aspects de la relation de confiance entre l'humain et l'intelligence artificielle. La confiance dans la performance, évidemment, la confiance dans la capacité à comprendre qu'est-ce qui fonctionne moins bien, et la confiance du coup pour savoir quoi contrôler. On ne va pas pouvoir tout contrôler et l'intelligence artificielle fera des centaines de milliers de recommandations chaque jour sur n'importe quel sujet. On ne pourra pas tout contrôler, mais il faut avoir des indicateurs pour savoir quoi contrôler. Et puis enfin, la confiance dans le fait que moi, demain j'aurai un rôle, et mon rôle est entre autres d'augmenter l'IA sur les domaines où elle est la moins fiable. Et donc, avoir l'IA qui donne son propre niveau de confiance dans ses prédictions est un des facteurs qui va être vraiment un gros facteur de déblocage de la confiance réciproque, on va dire, entre l'humain et l'IA. Bon, c'est 1 et 20. Pour connaître les 19 autres, je vous invite à lire le livre blanc. Et puis, évidemment, cette seconde saison a laissé beaucoup de sujets ouverts, que j'espère qu'on aura l'occasion de creuser probablement dans d'autres formes. Quel est le plus gros frein à la transformation des hommes et des femmes pour devenir une data-driven company? Il y a beaucoup de freins. J'ai parlé de la confiance qui, pour moi, elle va de pair avec la compréhension. La compréhension de, déjà, ce que l'IA peut apporter. Il y a une partie du frein à l'adoption qui vient du fait qu'on n'est pas certain du bénéfice. On voit bien le coût, on voit bien l'effort, mais dans un certain nombre de cas, il faut beaucoup d'itérations avant de pouvoir trouver le bénéfice. Et la compréhension aussi, encore une fois, du rôle que j'aurai le jour où l'IA fonctionnera vraiment. Et je pense que c'est un des freins essentiels à l'adoption, c'est la capacité, et c'est un rôle managérial fort, de pouvoir expliquer quel sera le rôle des uns et des autres si on arrive à déployer à grande échelle l'intelligence artificielle. Et ça n'est pas que au niveau très opérationnel, c'est également au niveau des dirigeants, ça commence même par là. Les dirigeants sont là où ils sont parce qu'ils étaient capables, sur la base de leur intuition et de leur expérience, et de finalement peu de données, de prendre les bonnes décisions. On leur explique qu'une intelligence artificielle prend un certain nombre de décisions plus vite et mieux. Le premier frein va d'abord être d'accepter cette nouvelle situation, mais aussi de savoir sur quel sujet donner des directives et sur quel sujet laisser la machine prendre des décisions seule. Et ensuite, évidemment, ça se cascade à tous les niveaux de l'organisation. Et ça, c'est un des freins majeurs de pouvoir redéfinir la valeur ajoutée et les rôles des uns et des autres. Comment tirer parti de l'IA
en temps de crise quand beaucoup de modèles se basent sur l'exploitation des données historiques. On en reparlera tout à l'heure. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais donc je ne veux pas spoiler le discours de Sylvain, mais on a vu effectivement pendant la crise qu'un certain nombre de modèles déraillaient. Des modèles qui se fondaient essentiellement sur effectivement un long historique de données, essentiellement des données internes, des situations plutôt stables, et on était capable, en tirant des schémas cachés dans les données historiques, de prédire ce qui allait se passer à horizon plus ou moins long terme. Évidemment, avec une disruption telle que le Covid, ça a eu tendance à beaucoup moins marcher, et donc on a eu certains mêmes clients qui ont débranché leur système d'IA parce que les recommandations qui en sortaient n'avaient plus de sens. Ça a aussi amené une bascule vers l'utilisation de données différentes et de modèles d'IA différents, on vous en dira deux mots, mais qui étaient beaucoup plus fondés sur des données externes, à haute fréquence, qui permettaient de comprendre très rapidement les évolutions de l'environnement, de la demande et de l'offre, pour être capable d'ajuster la prise de décision, alors à un horizon de temps qui n'était plus du tout celui du mois ou du trimestre, mais celui de la journée ou de la semaine. Alors, évidemment, avec des données haute fréquence, doit venir une prise de décision haute fréquence. Et là, on rentre évidemment dans le 10-20-70. Comment est-ce qu'on fait évoluer les processus de prise de décision pour pouvoir réagir à la vitesse où l'IA sait réagir. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant passer à la seconde table ronde. Nous allons là vraiment être au cœur des travaux du think tank, comment vraiment profiter de l'intelligence artificielle en entreprise. Alors le premier message qui est revenu très souvent dans nos échanges du think tank, c'est simple, c'est fini de jouer. Ça a déjà été évoqué un petit peu tout à l'heure, hein, les proof of concept, c'est très intéressant, mais maintenant il faut aller plus loin, il faut avancer. Et je voudrais tout de suite qu'on vous entende, Shafika Chetaoui, vous êtes Chief Digital Officer de Suez. L'intelligence artificielle, ça n'est qu'un moyen et il faut regarder où on veut aller avec. Effectivement, on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure sur l'IA, les freins, pourquoi on n'y va pas. Je pense que pour qu'on y aille, il faut expliquer ce qu'on appelle le why, le pourquoi. Et je pense que c'est important, avant d'attaquer en se disant je veux me mettre à l'IA, je veux vraiment avoir des data scientists en interne, je veux construire tout un écosystème, réfléchir pourquoi le faire, pour quel impact, business, je veux bien dire, comment je priorise les use cases, lequel a la plus de valeur ajoutée, et surtout comment je l'explique aux équipes. Donc effectivement, je pense qu'on en abordera plus en détail après, mais l'IA doit rester un moyen et pas un objectif. Pour répondre à use case, ça peut être un process qui change, ça peut être on forme les équipes, et ça peut être je mets une nouvelle technologie. Use case, comment est-ce que vous organisez ça? Comment est-ce que vous présentez? Comment est-ce que vous faites que ça avance comme ça? Je peux donner des exemples peut-être. Oui, bah oui. Donc, on est là pour ça. Donc IA, après, je pense que plein de personnes disent est-ce qu'un système expert est de l'IA? Est-ce que c'est de l'advanced analytics c'est de l'IA? Est-ce que c'est que le computer vision qui est de l'IA? Moi j'ai envie de dire l'IA, c'est tout ce qui est une analyse des données qui permet de prendre une décision. Chez Suez, ça peut être la simple analyse en time series de, par exemple, la pression de l'eau dans des réseaux d'eau, pouvoir prédire la pression de l'eau dans les réseaux et prédire la casse. Donc c'est assez, on va dire, simple si le capteur marche bien. Comme ça peut être des exemples un peu plus sophistiqués qui sont comment je mets de la computer vision, donc l'ordinateur assisté, la vision assistée par ordinateur, pardon, qui permet d'augmenter les équipes, permet de détecter des choses que l'humain, quand il est sur 10 écrans, il n'arrive pas à détecter facilement. C'est vraiment une panoplie de use cases très différentes. L'objectif final, c'est vraiment d'avoir une vraie valeur business, augmenter les équipes, et non pas je veux utiliser l'IA parce que c'est un besoin et je l'utilise. Raphaël de Cormis, vous êtes vice-président de la Digital Factory de Thales. Fini le temps d'exploration. L'enjeu, c'est vraiment de passer à l'échelle et d'industrialiser. D'ailleurs, on s'est aperçu que dans la plupart de nos déploiements, on passe un quart du temps à trouver les données, un quart du temps à construire le modèle, et finalement le plus gros c'est l'autre moitié, l'industrialiser et le mettre dans le produit, dans le service, dans les outils, donc de rendre service au business. Ce qu'on a vu, c'est qu'il fallait finalement, pour traverser ces étapes, il y avait trois grands piliers sur lesquels on s'est attaché. Il y a
les gens, donc le people, nos employés, comment les former. Donc à l'époque, chez Malto, on avait une approche assez frugale avant d'être racheté par Thales. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas pouvoir embaucher des armées de data scientists, donc finalement il fallait qu'on forme et qu'on fasse monter en compétence nos équipes. Et on a créé en fait des cercles de développeurs un peu trapus, mais mélangés avec des utilisateurs pour créer ces modèles. Le deuxième effet, c'est les outils, c'est mettre à disposition ces outils de manière la plus simple possible. Et derrière ces outils, finalement, le troisième pilier, c'est la donnée. Alors, finalement, sans donnée, on ne fait rien. Et c'est le faire dans le contexte de Thales, de manière sécurisée, de manière certifiée, et être sûr que chacun ne réinvente pas dans son coin sa petite flaque de données, mais bien un ensemble le plus robuste possible. Guillaume Rouille, comment faire justement ce passage à l'essai, sachant que vous êtes peut-être moins avancé sur certaines applications d'intelligence artificielle et que vous avez encore toute une série de projets. Oui, on a énormément de projets. Alors, dans la gestion active, le passage à l'échelle a vraiment été un des points clés. Ça a été effectivement les hommes, on l'a mentionné, c'est très vrai. Les faire monter, où est-ce qu'on les trouve, comment on les forme. Donc il y avait ce besoin de sourcer les talents, pas facile, je ne sais pas si on en parle un petit peu après. On en reviendra. Mais il y avait surtout besoin de prendre des seniors, des gens plus expérimentés. Quand je dis senior, on a 5 ans d'expérience dans la data science, je considère que je suis un senior qui a déjà réalisé des choses. Faire monter des jeunes. Ça a été le premier truc. Surtout, ne pas les mettre. On avait décidé chez AXA/IM de dire on ne les met pas centralisés forcément, par exemple, dans une équipe techno, ou chez moi, dans mes équipes data management ou autre. C'est de se dire qu'ils doivent être dans les métiers qui sont besoin. On a des métiers divers et variés, de risque à compliance, à la gestion, au trading, etc., ressources humaines. Et bien évidemment, ça complexifie bien évidemment le passage à l'échelle, dans le sens où immédiatement, vous vous retrouvez à risque sur certains domaines, parce que chacun va développer pas forcément de façon standard, pas forcément en réutilisant des choses qui avaient déjà été comment faites. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui peut être parfois un peu risqué. Et un des axes qui a été assez compliqué aussi, ça a été parce qu'on en a besoin, mais ça a été aussi quelque chose qui fonctionnait beaucoup. Il y avait un lien très fort avec l'IT, avec la technologie, qui n'était pas forcément prêt. Donc on se retrouve avec des plateformes clients, des gens prêts et qui ont envie de démarrer, qui démarrent des sujets en IA, très souvent sous la forme de code. Puis les équipes techno qui ne sont pas forcément là en train de retenir la chose. Et on a besoin d'eux, parce que si on veut industrialiser et passer à l'échelle correctement, sans l'IT, sans la technologie, on peut prendre un risque. Donc on avait cette partie-là qui fait partie du change. Du change et organisationnel. Benoît Goujon, vous êtes directeur général délégué de UiPath, c'est une firme de conseil qui fait des plateformes d'automatisation des processus. On a déjà vu le triptyque, on a d'un côté le métier, de l'autre les systèmes d'information et l'informatique, et puis le troisième, les data scientists et l'intelligence artificielle. Alors comment est-ce qu'on fait pour... vous avez vu évidemment beaucoup de cas d'entreprise, comment on fait pour dépasser un peu cette trilogie qui marche souvent pas très bien? Alors pour cette trilogie, moi je travaille dans l'automatisation. L'automatisation, finalement, c'est le bridge entre différentes parties. Donc, ce qui a été dit tout à l'heure par Françoise et que je reprends avec plaisir, c'est que la première chose, c'est d'avoir la confiance. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une vision. C'est-à-dire que les clients avec lesquels nous travaillons, il y a des écosystèmes, du legacy, de la complexité technologique, et il y a une donne humaine très importante. Et on s'aperçoit qu'on réussit à mettre au service du plus grand nombre le patrimoine qui est entre les mains des moteurs d'intelligence artificielle, soit interne mais aussi externe, en expliquant, en écoutant les gens du terrain, puisque les gains que font nos clients, environ 70% des gains de productivité se font en allant travailler sur les gens sur le terrain qui travaillent en fait de manière assez distincte de ce qui a été prévu. Et donc on leur met à disposition le moyen d'aller chercher les données plus facilement et de eux-mêmes partager leur mode de travail pour que tout ceci soit beaucoup plus fluide. Je prends un exemple simple, vous avez tous lu dans la presse ce matin une enquête sur la fraude et le blanchiment. Il y a une banque française qui, comme toutes les banques, cherche des signaux faibles sur les soupçons de blanchiment ou autres. Et auparavant, leurs spécialistes sur le sujet travaillaient avec leurs petites mains et leur ordinateur en allant taper dans les bases de données et autres. Mais au bout du compte, il y a un processus classique et réglementé, qui est de dire quelles sont les règles, normes et techniques qui font que je dois aller chercher des données. Par exemple, les experts dans cette banque étaient capables de traiter 5 dossiers par jour avec une profondeur de champ de 3 à 4 semaines.
Mais aujourd'hui, ils sont capables de traiter 15 dossiers par jour avec une profondeur de 9 mois et en allant chercher des données dans 2 fois plus de systèmes qu'auparavant. Donc là, c'est un usage extrêmement compréhensible et simple. Derrière, il y a beaucoup de technologies d'intelligence artificielle, soit dans le robot assistant, soit dans les différents systèmes qui existent. Et là, il y a une valeur très forte, à la fois pour la personne dans son travail, puisque toutes les tâches ingrates, pénibles, chronophages, il les délègue, et tout son cœur de savoir, il peut vraiment l'enrichir en utilisant tous les systèmes à disposition. Et ça, c'est vraiment la volonté et la clé du succès du déploiement de la mise à disposition d'intelligence artificielle qui est perçue par l'individu et par l'entreprise comme apportant de la valeur et non pas quelque chose qui se substitue. Emmanuel Bacri, comment faire pour aller au-delà des solutions un peu basiques, des petits tests qui font plaisir mais qui ne servent pas à grand-chose? Qu'est-ce que vous avez expérimenté, que vous avez regardé aussi dans les entreprises avec lesquelles vous avez collaboré? Qu'est-ce qui est efficace? Je pense qu'il y a un maître mot qui a été prononcé plusieurs fois lors de la table ronde précédente, qui est le mot de gouvernance. Gouvernance de la donnée. Je pense que le blocage essentiel, moi, que j'ai pu voir dans des très grosses entreprises, pas le temps, pas dans les startups, c'est d'arriver à mobiliser les données qui étaient effectivement produites par les multinationales, avec des données qui sont éparpillées sur différents sites. Et ça peut bloquer une grosse entreprise. Moi, j'ai vu des entreprises toujours bloquées aujourd'hui, après 4 années de succès, après 4 années d'essai sans succès. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, qu'il ne faut absolument pas du tout sous-estimer. Ça a été dit déjà plusieurs fois, plus ou moins, cette idée à la table ronde précédente. Et le parallèle d'ailleurs avec... il y a un parallèle à faire avec, je pense, avec les nations, qui a été fait aussi un petit peu, quand on a parlé France-Corée tout à l'heure. Je pense que c'est le problème de l'État aussi. En France, il y a un gros problème de gouvernance de la donnée. Et ça s'est senti terriblement au moment de la crise, du pic de crise Covid il y a quelques mois, sur les données de santé. En fait, il y a eu évidemment des succès qu'on pouvait voir dans certaines équipes de recherche, mais il y a eu un frein terrible, presque terrifiant, je dirais, sur l'accès à la donnée par différents groupes, sur le partage de la donnée, sur l'ouverture de la donnée. C'est un frein terrible qui est, je pense, viscéral dans beaucoup d'institutions, dans beaucoup de personnes, mais aussi dans notre législation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument combattre. Alors ça nous amène assez logiquement au deuxième point dont on a aussi beaucoup parlé, donc il a déjà été question dans la table ronde précédente, mais on va y revenir parce que c'est absolument essentiel, c'est la culture de la donnée et de l'intelligence artificielle, culture à la fois pour faire progresser ces outils au sein de l'entreprise, mais aussi pour attirer les talents. Et je vais commencer par vous, Guillaume. D'un côté, on peut faire venir on peut faire monter en compétence des gens au sein de l'entreprise, c'est ce que disait Raphaël. De l'autre, il est parfois aussi utile de faire venir des gens de l'extérieur. Exactement. Déjà, il faut déjà garder les talents qu'on a, c'est le plus important. On les garde très souvent, je trouve, par les sujets. C'est pas qu'une question d'argent, c'est souvent des data scientists, des profils un petit peu différents, donc le sujet va être très intéressant. Et il faut avoir donc un mix, que je disais tout à l'heure, de gens plus expérimentés et des juniors. Les juniors vont suivre les gens plus expérimentés et aussi animer une sorte de... Nous, on a travaillé beaucoup comme ça et ça marche, une communauté. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément restés sur les mêmes sujets ensemble tout le temps. En revanche, de se voir, de fonctionner en communauté, des profils chercheurs, data scientists ou des backgrounds de mathématiques et statistiques vont beaucoup travailler ensemble, donc si on anime une communauté comme une. Et ensuite, comment aller chercher les talents, etc. Les grands groupes institutionnels, on avait beaucoup de mal, nous chez AXA IM, d'aller chercher, d'intéresser les jeunes qui sortent d'école aujourd'hui, très bien formés, ont plutôt tendance à aller dans des structures beaucoup plus petites, un petit peu entrepreneuriales, semi-entrepreneuriales. Donc on avait du mal à attirer ce genre de profil. Bon, je parle bien pré-Covid, post-Covid, les institutionnels sont un peu plus attirants, je dirais, pour ce genre de profil aujourd'hui. C'est là où les institutionnels, je pense, doivent commencer, et beaucoup le font, AXA, mais aussi d'autres, de lier des partenariats avec des boîtes plus petites, des startups, en donnant soit leurs clients ou leurs shareholders, un peu des deux. Je sais que ça peut créer un peu d'incertitude sur l'avenir, on ne sait jamais comment une jeune entreprise
une jeune start-up peut se développer, comment ça peut se passer, mais c'est aussi un moyen quand même d'avancer, de s'enrichir et de ramener des connaissances en interne. Alors il y a aussi un autre moyen de faire ça, c'est travailler avec des universitaires, ce que vous êtes Emmanuel et que vous défendez naturellement. Le partenariat académique peut apporter plusieurs, alors à différents niveaux, ça peut être avec une personne, ça peut être avec une équipe, ça peut être avec un laboratoire, ça peut être avec une institution, peut apporter plusieurs avantages, essentiellement je dirais 3. Le premier, c'est effectivement donc une expertise du domaine à l'état de l'art de ce domaine-là, donc ça c'est quelque chose d'important. Deuxième chose, c'est ce que vous mentionnez au début, je pense que c'est très important, c'est d'attirer les talents. Il ne faut pas se leurrer, hein. Aujourd'hui, quand moi j'enseigne en master on va dire de DIA, pour dire les choses vulgairement, les futurs data scientists, ils sont attirés effectivement par les sujets, par les entreprises qui font de l'IA depuis longtemps, etc. Un gros groupe industriel, c'est pas super sexy pour eux, hein. Faut quand même se rendre compte de ça. Voilà. Alors, pour le rendre un tout petit peu plus attrayant, c'est évident que si vous faites des partenariats académiques avec des chercheurs qui viennent régulièrement et qui sont à l'état de l'art de plusieurs sujets sur des projets qui peuvent être un petit peu moins court terme, évidemment, qui sont plutôt du moyen terme, voire du long terme, c'est sûr que ça va, je pense, attirer les talents. Et troisième point, je pense aussi important, vous aviez évoqué les problématiques de make or buy, ou alors les problématiques qu'on peut avoir aussi qui sont liées de rachat de start-up pour des grands groupes. Je pense que là, l'expert académique peut aussi jouer un rôle extrêmement important, apporter son expertise, parce que c'est pas facile pour une entreprise qui n'a pas d'expert réellement en IA, sachant vraiment expert, d'arriver à juger une solution soi-disant IA, parce qu'il y a beaucoup de solutions soi-disant IA, ou de start-up qui se disent aussi faire de l'IA, et savoir si réellement, qu'est-ce qu'il y a sous le capot. Voilà. Et ça, un expert académique qui a l'habitude de faire ce genre de choses, saura le faire beaucoup plus facilement que beaucoup d'autres personnes. Système qui se met en place avec la grande entreprise, les start-up, les universitaires, pour être plus efficace et plus attirant. Shafika, vous aussi, c'est des questions que vous vous posez dans un grand groupe industriel, comme le disait Emmanuel. Alors, il y a deux sujets dont on parle là. Oui. C'est comment on acculture les gens en interne pour l'usage de l'IA et avec qui on partenaire et comment on travaille sur un écosystème ouvert. Parce qu'effectivement, c'est pas fermé, il faut travailler avec un écosystème hybride de l'interne et de l'externe. Donc, pour revenir à l'acculturation, je pense que c'est important de dire qu'il y a, nous on a défini en tout cas 3 niveaux de type de profil à acculturer. Il y a le premier qui est le level 1, c'est savoir faire la bicyclette, savoir ce que c'est que l'IA, démystifier. On entend beaucoup de choses. Il y en a qui croient que c'est super magique. J'ai un problème, je vais voir l'IA, il va tout me résoudre. Il y en a qui sont plutôt dans l'intuition. On parlait de médecin tout à l'heure. Moi, je connais mon métier, j'ai pas besoin d'une machine pour me le dire. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le level 1, c'est-à-dire l'acculturation de qu'est-ce que ça fait pas, une vraie démystification de la peur de l'IA. Et après, et là, ça intègre l'automex, hein, donc ça intègre les grands décideurs, les sponsors, c'est extrêmement important. Deuxième niveau, c'est celui qui utilise la donnée dans son quotidien. Donc, ce qu'on appelle un peu les data producers. La personne qui va rentrer une donnée dans son système. Tu parlais de data governance tout à l'heure, qui est extrêmement clé. Pour faire de l'IA, il faut que la donnée soit accessible, de qualité et sécurisée. Garbage in, garbage out, je pense qu'on entend tous parler. On entend parler d'IA non éthique parce qu'elle est biaisée. Enfin, l'IA, elle fait ce qu'on lui demande de faire. Donc, si la donnée n'est pas bonne, c'est pas bon. Et donc là, c'est extrêmement important d'expliquer à cette personne qui rentre la donnée que c'est pas un acte IT, ça fait partie de son travail. Donc responsabiliser, la data est la responsabilité de tous. C'est pas de la responsabilité de la data office ni de l'IT, c'est son quotidien et ça fait partie de son travail. C'est pas administratif. Et pour l'expliquer, il faut l'encourager, il suffit pas de lui dire dans son objectif de fin d'année, ça fait partie de ton travail. Il faut lui expliquer le what is in for me. Qu'est-ce que tu vas y gagner demain? Tu vas être augmenté. Demain, si tu as une donnée de bonne qualité, et ben demain, tu vas avoir des infos plus fortes sur ton travail, tu vas te focaliser sur les tâches à plus grande valeur ajoutée que celle-ci. Et puis le troisième, on en a parlé, c'est le profil expert. Comment on le retient? Je pense qu'on a tous ces problèmes-là, comment on retient les meilleurs, parce que si on regarde un CV, il y a de tout sur le CV, donc savoir qui est bon, qui n'est pas bon, qui peut s'habituer à des questions un peu industrielles moins sexy, c'est sûr, parce que c'est le quotidien. Un data scientist, il y a du data management, un dashboard de visualisation, ce que disait tout à l'heure chez Carrefour, c'est déjà le début de l'acculturation. Avoir un dashboard, prendre des décisions sur des données, c'est déjà de l'acculturation et de l'usage de la data analytics.
Et donc c'est important d'expliquer à ces jeunes recrutés, un peu 5 ans d'être seniors, qu'il y a de tout. Le plus important, c'est d'aider le business, quel que soit le moyen de demander. Raphaël, est-ce que c'est très différent chez vous? Alors, effectivement, il y a une culture chez Thales, une culture scientifique et une passion pour la technologie très forte. Donc, l'idée, c'est effectivement de voir comment cette nouvelle brique, elle vient s'intégrer dans des écosystèmes existants, dans des produits et des services qui s'inscrivent dans la durée. Quand on fait une ligne de pilotage de métro, elle s'installe pour 10, 20, 30 ans. Et effectivement, il faut être sûr que le système puisse évoluer et puisse être maintenable et surtout certifiable. Et c'est effectivement la combinaison des expertises entre des expertises de l'IA et des expertises du métier qui va permettre de réussir les projets. Benoît, sur cette double dimension de la culturation, quelles sont vos observations et vos recommandations? Alors, je vais vous surprendre. Le sujet qu'on rencontre, nous, c'est qu'on a une grande volonté des métiers et des particuliers d'avoir une appétence pour aller bénéficier de cette richesse qui existe. Mais nous avons beaucoup d'entreprises, en particulier dans les environnements très réglementés, dans lesquels on a un vrai souci, un vrai sujet qui est propriétaire de la donnée, quelles sont les normes de sécurité, et est-ce que j'ai le droit de le partager, même avec mon voisin du COMEX. Et je ne vais pas faire un détail ici, mais selon les secteurs industriels en France, on a des secteurs qui avancent très vite parce qu'ils sont dans une culture du partage et d'une vision commune, et on a quelques acteurs, même de très grands, qui sont complètement bloqués à cause de ces sujets réglementaires, de normes, de sécurité, etc., dont ils n'arrivent pas à se sortir, et je reprends le terme qui a été utilisé tout à l'heure. Ceci signifie aussi que la gouvernance des données n'est pas les règles, les conditions et qui est propriétaire de quoi n'est pas bien clair. Et on voit des gens qui sont dans la même entreprise et qui s'entretuent, encore aujourd'hui en 2020, sur des sujets de cette nature. Par exemple, je vais mettre un robot assistant qui va aider à des gens à travailler entre un système SAP et un système Workday, par exemple. Là, c'est au RH, là, c'est à la direction industrielle ou supply chain. Et depuis des mois, les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des choses qui sont simplistes, sachant que c'est juste dans une ambition de faire avancer l'entreprise qui est dans le monde concurrentiel pour qu'elle devienne digitale. Voilà. Donc, je ne veux pas être négatif, mais c'est juste un témoignage de ce que nous rencontrons assez régulièrement, et j'ai un client qui depuis plus de 2 ans et demi est bloqué sur ces sujets-là. Et heureusement, il y a les CEO et certaines personnes qui font bouger les lignes, mais ils sont en train de prendre beaucoup de retard par rapport à leur concurrent principal qui, lui, a compris depuis longtemps qu'il avance. Vous évoquiez les difficultés de l'État aussi vis-à-vis de cette question des données, comment ça se pose? Bon, on peut vraiment reparler de ce qui se passe aujourd'hui sur le Covid. L'accès à la donnée de santé est peut-être excessivement complexe. Moi, la première fois que j'ai fait de la donnée de santé, c'était peut-être il y a longtemps, c'était il y a 10-12 ans, j'avais remporté un appel à projet avec la PHP, et j'avais le droit d'utiliser des données de service d'urgence. J'avais un montant pour embaucher un ingénieur de recherche. Comme un imbécile, je l'ai embauché tout de suite. J'avais toutes mes autorisations. Et j'ai attendu les données 3 ans. Voilà, inutile de vous dire que j'avais cramé tout l'argent pour mon ingénieur de recherche, j'ai fait faire tout à fait autre chose. Et ensuite, je me suis retrouvé sans argent, et bon, j'ai quand même essayé de faire quelque chose avec. Enfin, sans rien. Voilà, alors c'est un peu moins extrême aujourd'hui, mais c'est terrible. Et l'État a énormément de mal. On est dans une gouvernance d'une complexité inouïe sur la donnée de santé, mais inouïe. Des gouvernances qui sont multipliées partout. Vous voulez utiliser une première base d'un hôpital avec une première base d'une cohorte, et avec une autre base d'une cohorte, et vous voulez chaîner ces deux choses-là, vous devez vous taper la gouvernance de la première base, la gouvernance de la deuxième base, et demander un chaînage. Mais vous êtes dans la crise Covid, mais oubliez, je pense que ça sera dans 2 ans ou dans 1 an et demi que vous aurez accès à ce genre de choses, et encore, c'est en étant optimiste. Or, en plus, on sait, on l'a dit, je pense que ça a été déjà dit, on sait très bien qu'à l'heure du big data, oui, c'est bien d'avoir des très très grosses bases, mais il y a un moment donné, là où la richesse, là d'où vient la richesse vient essentiellement à partir d'une taille critique de la diversité des données. Donc si aujourd'hui en santé on arrive à mettre ensemble des données de SAMU, des données de radio, des données génétiques, etc., mais c'est dingue ce qu'on va pouvoir faire. Et c'est terrifiant comme on n'arrive pas à faire ça aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Dernier exemple, tout le monde sait aujourd'hui que
pour la crise Covid, il y a un signal, il y a des signaux qui sont donnés par des données extrêmement utiles, qui sont les données de SAMU, justement, dont je venais de parler. Vous regardez le nombre d'ambulances, pas le nombre d'appels, parce que le nombre d'appels au SAMU, ça c'est extrêmement bruité, mais le nombre d'ambulances dépêchées, par exemple, sur des symptômes Covid ou des choses comme ça. Ça permet de suivre les clusters de façon extrêmement précise et de suivre l'épidémie de façon extrêmement précise. On le sait depuis longtemps. On n'arrive toujours pas en France à faire remonter les données de SAMU sur des dashboards pour pouvoir suivre l'épidémie. C'est terrifiant de blocage à tous les niveaux. Bon, je suis désolé d'être aussi... mais il faut prendre ce problème-là d'urgence. C'est un problème vraiment extrêmement urgent, il faut le prendre de front et trouver des solutions rapidement. Ça permet d'expliquer un petit peu des choses qu'on a vues ces derniers mois. Guillaume, secteur très différent, donc dans l'assurance et aussi la gestion d'actifs, la gouvernance des données, comment ça s'organise, comment ça progresse et où ça peut bloquer? Alors, nous, l'avantage qu'on a chez AXA IM, moi je ne peux pas parler pour le monde de l'assurance, c'est pour ça que pour la gestion d'actifs, effectivement, on est très en avant la donnée, la finance. On a l'habitude. On a l'habitude. Tout le monde est data-driven, enfin, la culturation de la data, c'est déjà là en fait. On peut toujours imaginer 3-4 vieux gérants qui gèrent de façon old school, ils ont leur FT tous les matins, voilà. Et même eux, encore aujourd'hui, s'y habituent, ils ont leur poste de Bloomberg. Bloomberg, ce n'est que de la donnée, et de la donnée dans tous les sens. Donc la gouvernance est déjà en place, on est très très en avance en termes de gouvernance, corporate data policy et ce genre de choses. Mais ce que je voulais ajouter sur ce sujet qui est important pour le milieu de la finance en l'occurrence, c'est que l'IA, l'intelligence artificielle, nous permet d'acquérir plus de données. Aujourd'hui, on va chercher les nouvelles sources de données, c'est-à-dire qu'on peut travailler très bien les sources de données standards, bien standardisées, les Bloomberg, tous ces fournisseurs de données, donc ça coûte très cher, on a des questions de coût, ça augmente et énormément, voilà. Mais sinon, on peut aller chercher de nouvelles sources de données. Le travail de l'IA va nous permettre, qu'on appelle dans le métier de la finance, dans la gestion d'actifs, des données alternatives, d'aller chercher des lectures d'images, lire des images, par exemple, ce genre de choses. Il y a des histoires fabuleuses de gérants qui ont mesuré le trafic maritime, par exemple, via des images. Regardez les déploiements, ce genre de choses. Et c'est ce qu'on appelle les données alternatives, qui n'étaient pas disponibles avant, pas standards, qui ne sont pas macro, pas micro, qui sont un autre ordre. C'est qu'on n'apprend pas à l'école, j'aime bien ces définitions, c'est des données qu'on ne va pas apprendre à l'école. Et donc, c'est sur ces domaines où la gouvernance va devoir s'approprier un petit peu, c'est un petit peu nouveau, c'est pas la même source de données, c'est beaucoup moins organisé. Et l'IA va nous apprendre à lire ces données et à les structurer. Et puis bien évidemment, tout ce qui est market sentiment, lire des données non structurées, classiques, le texte, voilà, ça c'est quelque chose pour les finances, aller trouver des choses que les autres ne voient pas. Voilà. Benoît, Emmanuel et Guillaume nous racontent tous les deux que la nécessité d'avoir des données de nature extrêmement différente, d'avoir des bases de données et les faire travailler ensemble. Est-ce que c'est des problématiques que vous retrouvez? Est-ce que c'est des problématiques qui sont utiles pour l'automatisation? On peut se contenter de moins de choses? Bien sûr, vous ne pouvez pas automatiser si vous n'avez pas des éléments quand même assez stables, à la fois en termes de données et de processus. Donc un client que j'ai rencontré récemment, qui doit être dans la salle d'ailleurs, me disait moi je voudrais aller plus loin dans l'analyse de mes processus, mais ils sont tellement mal documentés, tellement mal structurés, etc., que la donnée est une chose, la manière dont on l'utilise et dont on a fait naviguer à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise est une autre problématique. Donc assez souvent, il y a une ambition de nos clients sur le marché français qui a une assez bonne appétence sur l'automatisation en fait, même dans le secteur public. Donc de ce point de vue, je peux témoigner que notre pays n'est pas spécialement en retard, même je dirais équivalent à ce que nous rencontrons dans d'autres pays d'Europe, à part les pays nordiques qui vont probablement plus vite, en particulier sur les petites entreprises. Mais aujourd'hui, la propreté des choses sur les processus, les données, etc., pénalise, je dirais, à la fois les patrons qui ont compris que les boîtes doivent bouger, qu'elles doivent se digitaliser, qu'elles doivent penser différemment, et les gens qui sont à la base. Et on a toute la strate intermédiaire qui est entre guillemets, qui se croit gardienne d'un temple, qui se croit parfaite dans ce qu'elle fait. Par exemple, il y a beaucoup de clients qui sont très mal à l'aise quand on dit on va quand même faire la photographie ou le scanner ou l'IRM
de votre système d'information, de qu'est-ce que vous avez construit ceci il y a 12 ans, ça il y a 3 ans, ça il y a 7 ans, ça vous travaillez avec une start-up. Donc tout l'attelage de ces systèmes est très pénalisant parce qu'on n'a pas le pilotage de ces systèmes. On ne sait pas très bien quelles sont les cadences, les rythmes, les changements, les évolutions, les règles. Et donc, comme tout ceci a été construit comme un peu balkanisé, si vous me passez l'expression, et donc c'est une autre difficulté qu'on a sur le chemin de la mise à disposition des entreprises et des membres de l'entreprise ou de leurs clients de tout ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et donc valoriser, donner la richesse de la vie. Donc tous ces sujets sont passionnants parce que finalement, beaucoup de gens d'entre nous travaillent. Je vais citer juste un terme qui n'est pas dans le cœur de la conversation actuellement. Quand on regarde le nombre de gens et de talents dont on a besoin pour remettre au carré tous ces systèmes, c'est énorme. C'est-à-dire que nous, le problème qu'on rencontre et que nos clients rencontrent, ce n'est pas le budget ou faire les projets. Le problème, c'est de trouver des talents. C'est de trouver des talents et des gens qui acceptent de déplacer leur métier et de mettre à disposition leur savoir-faire, entre guillemets, historique dans leur zone de confort, vers ces nouveaux sujets-là. Donc là encore, la culture d'entreprise est clé parce que les entreprises qui aident leurs collaborateurs, quel que soit leur âge, de s'enrichir ou d'apporter leurs compétences dans de nouveaux domaines comme celui-ci, sont celles qui bougent le plus vite. Et c'est le vrai problème sont les hommes, je dis toujours, le vrai problème sont les hommes et les femmes de l'entreprise, de la culture de l'entreprise, car travailler, on y arrive, on a les technos, on a les sociétés d'expertise en services, conseils et autres, on a les sachants métiers, et donc il faut débloquer tous ces freins, tous ces nœuds que l'on rencontre. Et c'est passionnant, mais c'est la réalité qu'on a à faire. Une gouvernance doit permettre d'avoir une donnée accessible, de qualité, sécurisée. Voilà, ça c'est simple. Par contre, comment on l'a fait? On l'a fait avec une organisation, donc il faut que les RH soient impliqués dedans. On n'a pas du tout parlé des RH aujourd'hui, mais j'aimerais bien qu'il y en ait qui écoutent aujourd'hui parce que c'est clé là-dedans. Définir des rôles et des responsabilités, définir ce qu'on appelle les data steward teams, des gens qui sont responsables de cette qualité, de la monitorer, et non pas une fois qu'on sort le dashboard, on se rend compte qu'il y a des données fausses depuis 2 ans. Vraiment des gens qui gardent le temple en fait, donc on en a besoin. Donc une partie organisationnelle, dire qu'est-ce qu'il y a un data engineer, data architecte, demander à un data engineer un travail data engineer et pas un travail de data scientist. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui non plus, mais je pense que c'est important. Il y a des gens qui coûtent les sociétés par malconnaissance de leur rôle et de leur formation. Donc ça c'est autour de la RH. Après il y a dans la gouvernance et la culturation, on en a beaucoup parlé. Il ne suffit pas de recruter des gens, de leur donner des titres. Il faut acculturer eux-mêmes et ce qu'il y a autour et leurs patrons qui prennent les décisions. Et le troisième axe, ce sont les plateformes, les technos. C'est un moyen, c'est pas un objectif en soi, mais c'est super important d'adosser des moyens en fonction de qu'est-ce qu'on a, la maturité du groupe. Et encore une fois, je reviens au use case. Je suis un peu embêtante là-dessus, mais je reviens toujours, c'est quoi mon sujet? Qu'est-ce que je veux en faire? Et comment je mets la gouvernance, ces fameux data stewards, sur ce process critique? Et mon objectif, c'est pas de créer une bureaucratie et mettre 1000 data stewards partout. J'en mets où j'ai vraiment besoin, où il y a le plus de besoin de qualité de données. Le premier problème qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de data sources, data marks un peu partout qui sont créées au bout du temps, il faut les rattraper. Et ça, les gens ne se rendent pas compte, ça prend du temps, c'est noyé quelque part, ça sert à un process éthique quelque part. Et bah, il faut aller chercher ça, et ça peut être des vieilles équipes. Et donc, il faut onboarder de nouveaux data stewards, qui ne comprennent pas forcément, pas tout le monde. Beaucoup disent « Oh oui, moi je veux bien, mais je veux rien avoir à faire. Je veux bien avoir mon nom dans quelque chose. » Donc très souvent, et je suis en plein process de ça aujourd'hui, j'ai un nouveau CEO en place et tout, de se dire faut refaire redescendre de tout en haut cette culture de la data est un bien commun dans l'entreprise, et donc chacun doit être derrière cette qualité-là. Et bon, c'est juste renforcer, je pense que ça doit venir d'en haut, que les gens le comprennent. Une question de Patrick Kieva, les départements RH sont-ils prêts à décrypter les profils talents? On doit les accompagner. Oui. C'est un vrai travail, nous qu'on fait avec les RH, j'ai des réunions régulières avec les RH, on explique, on les acculture eux aussi à la data, ce que c'est, quels sont ces rôles-là, comment on gère la mobilité de ces personnes, comment on gère le recrutement, et comment on travaille en communauté. Je reviens encore à ton point, c'est clé, même si on a des data scientists dans des business units localement, si on a un data scientist tout seul, au bout de 3 mois, 6 mois, il va partir. Donc gérer ces communautés, gérer des parcours d'évolution aussi dans le métier. On a créé une filière data, donc c'est clair. Aujourd'hui, chez Suez, la data et le data management est un des 26 métiers du groupe. Donc ça, c'est déjà réussir ça,
ça ne paraît rien dans un slide, mais c'est quand même important, dire qu'un groupe industriel, la data est un de ses métiers, ça valorise les gens qui le font, et on n'a pas l'impression de faire un acte IT, encore une fois, si je reviens à l'exemple tout à l'heure. En fait, les RH découvrent le sujet souvent trop tard. C'est-à-dire que l'impact de ce que nous faisons, c'est que ça modifie fondamentalement pas mal de métiers. Et derrière, ça modifie les organisations, et derrière, ça modifie même la mission, la vision, etc. Et donc, les RH, et nous on anime des choses, Future of Work, commencent à découvrir ces sujets-là et sont trop appliqués trop tardivement, même dans la gestion des compétences, l'émission des métiers, le recrutement des talents et autres. Et donc, la RH est au cœur de cette question d'IA, puisque beaucoup de questions presque éthiques autour de l'IA qui se posent aussi, sont aussi de la nature de l'IA, des RH. Et les RH aujourd'hui sont assez éloignés, malheureusement, encore, de ces sujets-là, alors que c'est vraiment au cœur du dispositif, parce que sans les RH, on ne réussira pas. C'est-à-dire qu'on ne passera pas les lignes de déplacer des gens entre des organisations et autres, et même des métiers, et définir de nouveaux métiers. On a encore trop en France, on rentre à 25 ou 27 ans dans l'entreprise et on croit que la ligne est tracée comme ça par étapes, avec des échelons, des grades et autres, et alors que maintenant il faut bouger beaucoup plus en transverse. Et on est un petit peu, avec ces technologies, on casse tous ces codes historiques, et c'est long pour les mettre en place dans beaucoup d'organisations. Les algorithmes IA de recrutement ne sont-ils pas contre-productifs en limitant les profils sélectionnés? Pour tout algorithme en général, oui, je pense oui, qu'effectivement ils peuvent nous contraindre. Et un point qui nous paraît important quand on déploie, comme dans cette dernière phase d'industrialisation, c'est ce qu'on appelle, nous, laisser la place au doute. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une démarche où la machine doit accompagner l'homme, mais est-ce qu'à un moment, est-ce que le système, dans sa manière dont il a été créé, dans son interface, finalement laisse à l'opérateur la possibilité de dire « Ah mais naturellement j'aurais fait différemment » ou « Mon intuition m'indique quelque chose » et comment je prends ce mécanisme d'amélioration continue et je le remonte aux équipes qui ont conçu l'algorithme. Et ça c'est extrêmement important quand on déploie, c'est comment est-ce que l'ensemble du système qui va contenir cette IA et cet algorithme va être en mesure de prendre d'avoir ce mécanisme de feedback. Et moi je serais surpris de savoir par exemple comment chez Carrefour vous avez vérifié que votre prédiction de farine marchait ou pas. C'est parfois, je ne sais pas si c'est le cas. Si je peux juste rebondir sur ça, et c'est clé, ça fait partie de la culturation, expliquer que c'est pas magique et que l'outil peut se tromper. Et je pense que quand on ne veut pas se transformer, en fait c'est facile, dès qu'il se trompe, on se dit « Ah, j'utilise plus, c'est n'importe quoi et j'arrête ». Et démystifier, le dire avant même de déployer l'outil, extrêmement clé, et de responsabiliser la personne pour revenir avec ces cas où ça va marcher, on l'intègre et on lui dit bah, « C'est pas grave, ça peut arriver, c'est pas magique et c'est pas fort ». Je pense que c'est important d'insister. Alors pour appuyer ce point-là, assez souvent, nous, quand on automatise quelque chose avec un client, on fait les premiers scénarios et on est automatisé entre 67 et 92%. Et là, les gens comprennent qu'on arrive dans un monde qui a des zones floues. C'est-à-dire que ce n'est pas un système extrêmement structuré comme un mainframe autrefois ou un SAP. Il y a une dimension humaine parce qu'on va toucher des zones qui ne sont pas toutes codées, structurées, arrêtées. Et là, par ailleurs, le parti positif de la chose, c'est que, je l'appelle Human in the Loop, c'est que l'être humain a toujours son mot à dire. C'est-à-dire que j'ai délégué des choses, mais c'est moi qui ai le dernier mot in fine. Donc ça c'est assez important parce que dans l'adhésion des gens sur ce sujet, c'est-à-dire finalement je suis maître à bord. C'est-à-dire que s'il y a un souci, c'est moi qui commande, c'est pas un système qui commande. Il faut aussi que l'IA laisse la place à l'expert, et ça c'est extrêmement important, et malheureusement il y a quelque chose qui pousse un petit peu contre ça, qui se bat un petit peu contre cette chose-là, que moi je le vis aussi à mon niveau d'enseignant, c'est qu'on forme des data scientists qui ont l'impression d'être tout puissants et de ne pas avoir besoin d'experts. Les data scientists aujourd'hui, pas tous bien évidemment, mais en majeure partie ont l'impression que les experts ne servent à rien. Et ça vient malheureusement aussi ajouter de l'eau au moulin de ce qu'on peut entendre dire, de dire ça y est, les experts on n'en a plus besoin, ça va être des pertes d'emploi dans les entreprises. Pas du tout. Hein. L'expert a son rôle à jouer, mais fondamental dans l'accompagnement de l'IA dans l'entreprise, ça j'en suis absolument convaincu. On reboucle sur le propos initial d'Andrew McAfee qui disait que une difficulté, une question aussi passionnante de cette évolution, c'est comment répartir autrement le travail entre l'homme et la machine avec des mécanismes
décisions qui sont très différentes de tout ce qu'on a connu depuis les débuts de l'humanité. Je crois qu'on peut remercier le panel. Dernier moment de cette rencontre maintenant avec Sylvain Duranton, qui est directeur membre du DCG Gamma. Merci à tous d'être là, merci à tous ceux qui ont contribué aux travaux du think tank. Donc oui, moi je voulais revenir un petit peu sur ce thème de finalement, est-ce que la crise a montré les limites de l'IA, ou au contraire, est-ce que la crise va accélérer les choses? Et je fais partie de ceux qui sont convaincus, et je vais essayer de vous en convaincre aussi, que les choses vont beaucoup accélérer, mais que c'est aussi l'occasion de développer une IA d'une nature un petit peu différente de celle qu'on avait avant la crise. Alors oui, il y a eu des ratés, il y a eu des commandes qui ne sont pas parties, il y a des systèmes qu'il a fallu débrancher, bien sûr. Mais je pense qu'à court terme, pendant la crise, au pic de la crise, et puis à moyen terme, l'IA a un rôle extrêmement important à jouer. Si je regarde sur le moyen terme, sur le court terme, pardon, en gros, tout le monde était perdu. On ne savait plus quoi produire parce qu'on ne savait plus ce que les gens allaient acheter. On ne savait plus quel magasin allait être ouvert ou pas. On ne savait plus s'il fallait faire des investissements en marketing parce qu'on ne savait plus si les gens allaient acheter de toute façon. Donc tout le monde était perdu et la boussole des entreprises était complètement cassée. À partir de là, il a fallu remettre en place des systèmes, réapprendre. Et beaucoup d'entreprises, beaucoup d'institutions se sont appuyées sur l'IA. Et les premières institutions à le faire, c'est ce dont nous parlait Emmanuel tout à l'heure, ça a été les institutions de santé. Et partout de par le monde, on a vu fleurir des équipes de data scientists qui ont essayé, avec les moyens du bord, dans la difficulté de la gouvernance que tu évoquais, de bâtir des systèmes qui essayaient de prévoir à peu près combien de gens risquaient d'arriver à l'hôpital demain matin, combien il fallait prévoir de tests, comment il fallait allouer les moyens médicaux du bord. Et en fait, il y a tout un tas de plateformes qui se sont montées avec des données quotidiennes qui venaient de tous les pays du monde, sur tous les cas du monde, où est-ce qu'ils étaient, ce qu'on savait sur eux, qui ont été utilisées par les autorités de santé pour essayer au mieux, et bien loin de la perfection, ça a été beaucoup dit, de gérer cette crise un peu sans précédent sur laquelle il n'y avait pas d'historique et pour laquelle il fallait quand même prendre des décisions. Et on avait le choix entre le dire d'experts et puis l'analyse de données. Et en fait, la combinaison des deux a quand même montré que même dans cet environnement très troublé, même si l'IA n'était pas parfaite, elle apportait énormément. Et finalement, cette logique de besoin de reconstruire des modèles de prévision pour aider à la prise de décision, en fait, elle est venue percuter l'ensemble des entreprises qui étaient toutes assez désemparées et dans des questions très opérationnelles court terme. Qu'est-ce que je produis? Est-ce que je produis? J'envoie. Et c'est là que le premier mouvement, c'est un petit peu ce qui a été évoqué tout à l'heure par Guillaume, c'est l'utilisation massive de données très haute fréquence. En fait, on a eu des horizons de temps très courts pour recalibrer des modèles, et face à des fenêtres de temps très courtes, on a compensé par une masse de données. Alors ces données haute fréquence, c'est quoi? Ça a été toutes les données épidémiologiques qui ont été utilisées bien sûr par la puissance publique, mais aussi par les entreprises. Les données de dépenses, aujourd'hui, vous voulez connaître les données de dépenses carte bleue, vous y avez accès, vous voulez savoir, la semaine dernière, quelles ont été les dépenses carte bleue chez Walmart aux États-Unis. Vous pouvez trouver cette donnée comparée avec d'autres chaînes, d'autres pays, l'année dernière. Donc il y a des données extrêmement précises qui sont disponibles. Il y a des données de mobilité, où vous pouvez savoir, on l'a fait, nous, dans telle ville, finalement, est-ce qu'il y a plus ou moins de monde dans les hôtels, par rapport à l'an dernier? Où est-ce que les hôtels ont le plus de chances d'avoir des problèmes de solvabilité ou pas? Quelles sont les chaînes de magasins qui sont les plus fréquentées? Les agences qui sont les plus fréquentées dans un réseau? Et ça, vous pouvez le savoir pour vos entreprises, mais pour l'ensemble de vos concurrents. Et ça, vous l'avez par des traces GPS d'ouverture de données. Ensuite, vous avez toutes les données digitales, qui sont en fait une richesse énorme. Et Google ne fait qu'écorner la valeur des données digitales. Aujourd'hui, vous pouvez savoir, je ne sais pas, je suis Nike, je veux savoir où Adidas reprend pour quel type de paire de baskets, je peux l'avoir. J'ai accès à l'info sur combien de gens se connectent sur n'importe quelle page de n'importe quel site sur Terre à la semaine. Et ça, c'est une masse de données qui est extrêmement riche pour savoir, et beaucoup d'entreprises l'ont fait. Moi, je suis une compagnie aérienne. Finalement, je ne vais pas utiliser le programme de l'an dernier pour faire voler mes avions. Je reconstruis un programme
il va être 20 ou 30% de ce qu'il était d'habitude. Je peux avoir de l'info sur aujourd'hui où les gens voyagent, où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils vont, dans quels aéroports. Je veux lancer des campagnes marketing, je veux savoir dans quelle marque, dans quel pays, où. Je peux, grâce aux données digitales, avoir une information très précise sur le fait que oui, les gens commencent à racheter à tel endroit. Alors on va me dire, oui, mais un clic sur un site, ça ne veut rien dire, c'est pauvre comme info. C'est beaucoup moins riche qu'une vraie bonne donnée d'achat de chez un concurrent que je peux acheter à un panéliste avec 6 mois de retard. Oui, mais non. Parce que si j'ai une masse énorme de ces informations, elles sont effectivement très bruitées, mais je peux les recorréler sur des données historiques de mes ventes, de celles de mes concurrents, et j'ai des prédicteurs qui sont extrêmement puissants sur ces données. Donc il y a une utilisation de plus en plus systématique de ces nouvelles données, moi je les appelle les données haute fréquence, qui sont pour la plupart ce que vous appelleriez des données alternatives, et qui permettent d'éclairer l'environnement. On peut combiner avec des données haute fréquence internes de l'entreprise, et tout à l'heure, Edouard ou Samir en parlaient, sur les données, par exemple, d'entrepôt, toutes les données logistiques. Il y a énormément de données là, dans une chaîne logistique qui peuvent être très intéressantes et qui, combinées, permettent de prendre des décisions en environnement très incertain. Donc, première évolution, l'utilisation massive de données haute fréquence. Deuxième évolution, on est sur une IA qui est beaucoup moins anthropomorphique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons l'exemple, un sujet du moment, quelles sont les entreprises qui vont manquer de liquidité? Info critique pour les banques qui doivent placer des aides et des soutiens aux différentes entreprises. Historiquement, un analyste crédit, qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit des comptes, tous les 6 mois, tous les ans, pour une PME. Il regarde un petit peu si les comptes ont l'air mieux ou moins bien que l'an dernier. Si tout va bien, on prolonge la ligne de crédit. Si les choses ont l'air de se gâter, on diligente une étude plus approfondie du dossier. Initialement, les banques qui montaient des IA pour essayer de faire de l'analyse crédit, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles prenaient les décisions de tous les analystes crédit de la maison sur 5 ans. On digitalise tous les dossiers qui remontaient, c'est-à-dire en gros les comptes des entreprises de l'année en cours et puis de l'année précédente. On digitalise ça et puis on apprend à une IA à prendre les mêmes décisions que l'analyste crédit. Et on se dit, l'analyste crédit vérifiera ce qui a été beaucoup dit, que finalement on est bien dans les clous. Aujourd'hui, une telle IA ne peut pas fonctionner face à la situation actuelle, puisque si on attend un an pour avoir les comptes, pour se poser la question de ce qu'on fait pour les entreprises en matière de solvabilité, on est complètement perdu. Du coup, aujourd'hui, les IA sont entraînées à partir de quoi? À partir d'un suivi de l'ensemble des transactions, pour toute la banque, tous les comptes, pour les PME. On est capable de comparer les schémas au sein d'un secteur, dans une ville donnée, sur un horizon de temps, pour voir celles qui ont déjà fait faillite, c'est le contraire qui s'en tire assez bien. On peut combiner ça avec des données externes très riches pour certains secteurs. Je vous ai parlé de l'hôtellerie. Vous voulez savoir comment va la construction, il y a tout un tas de sites d'appels d'offres ou de vente de matériaux de construction qui vous donnent à un niveau géographique très précis l'activité du monde de la construction. Et quand vous combinez tout ça, à très haute fréquence, vous êtes capable d'avoir des prédicteurs très forts qui vous donnent des informations précises dans un environnement ultra incertain comme on le connaît. Mais là, on n'est pas sur une IA qui essaye de répliquer la façon dont réfléchit un humain. Un humain, c'est très habile pour prendre des données riches en petits nombres et les combiner pour essayer d'en trouver des implications. Là, on passe sur quelque chose de différent, une masse énorme de données brutes dont chacune n'a aucun sens. Si on donne à un analyste crédit une spreadsheet tous les matins de toutes les transactions de la veille de ses clients, ça ne lui sert strictement à rien. Et l'IA va vraiment chercher une intelligence, une info auquel la personne n'a pas accès et qui ensuite peut se combiner avec le métier de l'analyste crédit. Et on est beaucoup moins dans cette crainte de se dire c'est comme moi, on pique mon métier, qu'est-ce qui se passe? On est vraiment sur des modes de fonctionnement qui valorisent la force des êtres humains et l'IA. Et ce qu'on voit, c'est que sur des décisions un peu holistiques de prise en compte de tout l'environnement pour décider in fine oui ou non je donne du crédit, un analyste humain a une énorme valeur ajoutée. Pour l'alerte, pour un certain nombre d'entreprises dans un secteur donné qui sont en risque et les faire en temps réel, l'IA est beaucoup plus forte. Ce qu'on voit aussi, c'est que les prévisions moyen terme, il vaut bien mieux des spécialistes que des IA. Si on prend la question de la deuxième vague du Covid, les modèles IA de juillet ou de juin
n'avaient pas la moindre idée de s'il y avait une chance de Covid ou pas. D'ailleurs, la plupart vous l'aurez dit non, il ne se passe plus rien. Les spécialistes, ceux qui connaissent, disaient attention, on sait qu'il y a une vraie chance de deuxième vague, donc attention. Et on voit bien que les deux formes de savoir se nourrissent. Et donc pendant cette crise, à court terme, on a vu la puissance de l'utilisation de ces données haute fréquence et le changement de nature de l'IA, beaucoup moins anthropomorphique et beaucoup plus à processer des nombres importants de données. Alors si on regarde le moyen terme, là je vais apporter de l'eau au moulin de Françoise sur ces craintes d'écarts concurrentiels qui peuvent se produire entre entreprises. Et moi je crois qu'on entre dans un cycle schumpeterien un peu accéléré de destruction créatrice. On a étudié toutes les récessions depuis 1986. Et ce qu'on voit en période de récession, c'est qu'en gros, 45% des entreprises baissent en vente et en profitabilité, donc vont très mal. Une quarantaine de pourcents en moyenne tiennent soit les ventes, soit la profitabilité, survivent, et 15% arrivent à croître et à augmenter leur profitabilité pendant les crises. Alors, ce chiffre est remarquable, ce 15%, parce qu'il est vrai entre secteurs. Ce n'est pas toutes les entreprises d'un secteur qui ont gagné et puis toutes celles d'un autre qui ont perdu, mais quel que soit le secteur, ce chiffre de 15%, il va être entre 10 et 20%. Et certains secteurs sont plus affectés, mais on a toujours des gens qui gagnent et des gens qui ne gagnent pas. Et moi, ma conviction, c'est que pour faire partie des 15%, il va falloir... c'est des entreprises qui maîtrisent l'IA qui feront partie des 15% pour cette crise-là. Et tout à l'heure, Françoise, tu expliquais que quand le point de départ est bas, les entreprises ont beaucoup moins bien su réagir et c'était plus difficile pour elles. En fait, on l'a mesuré. Donc, on a une base de données avec 150 entreprises à peu près, pour lesquelles on a leur performance IA et digitale. Est-ce qu'elles ont des données, des équipes, est-ce qu'elles savent faire, etc. Et si vous regardez, sur les 2 dernières années, on a eu un écart de performance, si on mesure en valeur de création boursière, entre le top 25% de cet échantillon et le bottom 25%. Quand la crise du Covid est arrivée, on a vu cet écart se décupler. C'est-à-dire que les entreprises rouges, quel que soit le secteur, donc celles qui étaient dans le bottom 25%, sont tombées beaucoup plus bas que les entreprises qui étaient dans le top 25. Et le top 25 a rebondi beaucoup plus vite que les autres. Et donc on voit se matérialiser la prophétie de Françoise, qui est vraiment qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, et pour les années qui viennent, parce qu'on a un environnement dans lequel on va garder beaucoup de volatilité, on va vouloir bâtir des chaînes d'approvisionnement qui soient résilientes, beaucoup plus automatisées, un peu redondantes, pilotées de façon beaucoup plus complexe. On a une économie qui va se digitaliser, on l'a vu pour la crise du SARS en Asie, donc il va y avoir une accélération de la digitalisation de l'économie. Tout ça, ça va renforcer le besoin en IA. Et mon pari, c'est que les 15% des entreprises qui vont s'en sortir, c'est vraiment celles qui vont bâtir au plus vite, si elles ne les ont pas déjà, les compétences en IA, en data, les puits de données, en digital. C'est la seule façon, à mon avis, de sortir renforcée de cette crise. Est-ce qu'en faisant de la haute fréquence, on ne risque pas, quelles que soient les précautions qu'on prend, à se focaliser sur le plus court terme? Alors, la haute fréquence, bien sûr, fait une focalisation sur le plus court terme. C'est ce que je disais. Pour prévoir à 3 ou 4 semaines, la haute fréquence marche très bien. Pour prévoir à 2 mois ou à 6 mois, beaucoup moins bien. Je pense que la haute fréquence va appeler encore plus l'hybridation humain-machine. C'est-à-dire que l'hybridation humain-machine, là, c'est plus un luxe. On est obligé de le faire complètement. Parce qu'effectivement, réfléchir à ce que disait très bien tout à l'heure Françoise, quand est-ce que la machine décide, quand est-ce que c'est l'humain, quelle sorte de réflexion on met autour de ce qui peut être sorti comme score par une machine, c'est d'autant plus important avec de la haute fréquence. Et d'une certaine manière, je pense que les équipes le feront plus, parce qu'un des pièges de l'IA trop anthropomorphique, c'est qu'on se dit elle m'a remplacé. Alors que là, on est clairement sur des ordres de réflexion différents, dont on voit qu'ils ont besoin de se compléter. Et la notion de doute dont parlait Raphaël, moi je l'exprime différemment, je dis toujours, gardez une partie de votre processus à l'ancienne, et voyez ce qui sort, et comparez ce qu'aurait sorti l'IA. Parce qu'à un moment donné, l'IA, si elle est sa propre base de référence pour tout mesurer, on est sûr de restreindre le spectre de choix, et on est sûr de se focaliser, de devenir ultra répétitif. Donc cette notion de doute ou d'élargissement du champ pour garder une partie des choses, même petites,
et reste fait anciennement, ça nous protège contre ça. Mais oui, c'est un risque. Merci Sylvain, merci à tous les participants des deux côtés de l'Atlantique, merci à tous ceux qui ont suivi cette conférence physiquement ou virtuellement. Pour ma part, je retiendrai tous les questions qu'il y a sur la redéfinition de la place de l'homme et de la machine, la place relative de l'un et de l'autre, et puis pour reprendre l'intervention de Sylvain, le formidable défi qu'il n'a pas encore en tête à ce moment-là, d'une IA qui soit inclusive. Merci à tous, je pense que vous pouvez remercier Sylvain.